La baisse de prix, c'est un processus, c'est-à-dire que ça se décide déjà au moment de les règles du jeu sont déjà établies au moment de la rentrée de mandat. Si au moment de la rentrée de mandat, on n'explique pas les règles du jeu, au moment où il va falloir baisser le prix, nos clients vont être pris au dépourvu. Par exemple, et là je vais faire court sur l'introduction, au moment de la rentrée de mandat, si c'est un mandat qui est issu de la pige, vous avez appelé un vendeur qui a mis agence abstenir, vous l'avez appelé, vous avez rentré le mandat en repartant sur son prix, en ajoutant vos honoraires, et vous êtes content d'avoir rentré un mandat très bien. Au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne se passe rien, vous allez vous retourner voir votre client, lui expliquant qu'il faut baisser le prix. Ça va être compliqué parce qu'au départ, vous avez rentré le mandat à ces conditions, sans forcément lui expliquer qu'il va falloir passer par des phases de baisse de prix. Et puis à un moment, vous allez le voir sans l'avoir préparé et il risque fort d'être hostile à la baisse de prix. Donc, on ne va pas s'étendre sur la façon dont on rentre les mandats aujourd'hui. Ça peut être l'objet d'une autre formation. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place le processus de la baisse de prix. Et donc, ça se fait dès le départ, au moment de la rentrée de mandat. Voilà, donc c'est un processus. Un rappel, le rêve du client vendeur. Le client vendeur, la seule histoire qui l'intéresse, c'est la sienne. Tout le reste, c'est la littérature, ça ne l'intéresse pas. Le client veut vendre son bien à un prix. Le reste, ce n'est pas son problème. Pourtant, on va voir que ça va le devenir, mais c'est à nous de lui amener, avec les mots qu'il faut, la solution. Le client acquéreur, la seule histoire qui l'intéresse, c'est la sienne. Il s'en fiche de l'histoire du vendeur. Que le vendeur soit endetté, qu'il soit en train de divorcer, que ça se passe mal, qu'il y ait un crédit relais, ce n'est pas le problème de l'acquéreur. Et le rêve de l'agent, c'est-à-dire vous, c'est la seule histoire qui vous intéresse, c'est la vôtre. L'objectif, ce n'est pas de faire le travail pour rien, parce que c'est un métier, et donc, pour que ça soit un métier, il faut que vous soyez rémunéré. Alors, un petit rappel sous forme de graphique pour illustrer ces 3 propos. Constat et principe, donc, en ordonnée, donc en vertical, on a le prix en euros, et en abscisse, en horizontal, on a le temps qui passe. Donc, dans un premier temps, vous allez rentrer des mandats. Vous allez faire les premières visites. Le prix moyen du marché, c'est la case verte que vous voyez là. Le prix moyen du marché, ce n'est pas vous qui le déterminez. Le prix moyen du marché est différent d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. Et ce n'est pas le client non plus, parce que le client vendeur ou acquéreur, il s'en fiche. Le vendeur, ce qui l'intéresse, c'est son histoire, c'est sa problématique. Et l'acquéreur, ce qui l'intéresse, c'est son histoire à lui aussi. Alors, le niveau de rêve du vendeur, évidemment, c'est de vendre plus cher que le prix du marché. Il se dit, le prix du marché, c'est 2 000 € le mètre carré. Moi, je m'en fiche. Moi, je veux 2 500 € du mètre carré. Le reste, ce n'est pas mon problème. C'est son histoire à lui. Le niveau de rêve du suspect. Alors, suspect pour prospect non identifié. C'est un suspect, c'est un terme marketing. C'est de faire une bonne affaire et c'est d'acheter moins cher que le prix du marché. Donc, par rapport au prix du marché, il va se situer en dessous. Et donc, ça constitue un écart entre le niveau de rêve du vendeur, le niveau de rêve du suspect et de l'acquéreur et le prix moyen du marché, il y a un écart. Et on va appliquer un système qui va consister à faire des baisses de prix. On va appliquer un système, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, pour amener le niveau de rêve du suspect et le niveau de rêve du vendeur au même niveau, voire mieux. On va amener le niveau de rêve du vendeur légèrement en dessous du prix du marché et le niveau de rêve du suspect légèrement au-dessus du prix du marché. Et la différence, ça sera nos honoraires. Si on amène le vendeur au prix du marché et l'acquéreur au niveau du marché, du prix du marché, on n'est pas payé. Donc le but, c'est de faire monter un petit peu les ambitions de l'acquéreur et de faire baisser un tout petit peu le niveau de rêve du vendeur, et c'est ce qui fait nos honoraires. OK ? Alors pour ça, en fait, on va voir, pour que ça soit clair pour tout le monde, parce que sinon ça ne fonctionne pas, les séquences du processus de vente. Donc, je les ai simplifiées par rapport au diaporama qui peut exister. En simplifiant, le processus de vente se déroule toujours de la façon suivante. D'abord, on signe un mandat. Okay ? Pas de mandat, pas de vente. À partir du moment où on a signé un mandat, on fait de la publicité pour communiquer sur les biens à vendre et pour les faire connaître.
À partir du moment où on passe de la publicité, soit il n'y a pas d'appel, et on peut, donc à partir du moment où il n'y a pas d'appel, c'est également une source d'enseignement. Pas d'appel, ça peut nous amener tout de suite à une baisse de prix. Voilà, j'ai pas d'appel, j'ai fait de la publicité, j'ai pas d'appel, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on baisse le prix pour arriver au prix du marché. À partir du moment où on passe de la publicité, on peut aussi avoir des appels. Les appels nous permettent d'avoir des visites et des comptes rendus de visite. Visite égale toujours compte rendu de visite. C'est notre outil principal, on va le voir tout à l'heure. Les comptes rendus de visite nous permettent d'avoir des offres d'intention d'achat, OIA, et les offres d'intention d'achat nous permettent de déboucher sur des compromis. Alors, ça, c'est le schéma normal, c'est la séquence du processus de vente. Pas d'appel, baisse de prix. Maintenant, à partir du moment où on a des appels, on a des visites, les visites génèrent des comptes rendus de visite qui peuvent nous amener à des baisses de prix. Parce que dans le compte rendu de visite, on va le voir, on demande l'avis de l'acquéreur qui achète par comparaison. Il va nous dire, oui, mais votre bien, votre maison qui est affichée à 250 000 euros, elle est trop chère par rapport à celle que j'ai visitée dans le quartier autour. Moi, la maison, je la verrais plutôt à 200 000 euros. Donc, compte rendu de visite et la moyenne des estimations des comptes rendus de visite, ça va nous permettre d'arriver également à une prise de conscience de l'acquéreur et à une baisse de prix. La visite et le compte-rendu de visite vous permettent d'avoir des offres d'intention d'achat. Les hackers disent, écoutez, nous, on vous fait une offre d'intention d'achat car on souhaite acheter la maison. Mais la maison, on ne veut pas l'acheter à 250 000 euros, on veut l'acheter à 200 000 euros. Donc, ils font une offre à 200 000 euros au lieu de 250 000 euros. Cette offre va également générer une baisse de prix parce que vous avez un mandat à 250 000 euros. Vous avez une offre à 200 000 euros. Si le vendeur n'accepte pas la baisse de prix, eh bien, vous ne pouvez pas faire la vente. Et l'offre d'intention d'achat permet de déboucher sur un compromis. La baisse de prix nous permet de signer un nouveau mandat. Chaque fois qu'il y a une baisse de prix, on signe un nouveau mandat. On ne fait pas d'avenant. On signe un nouveau mandat qui permet aux vendeurs de se réengager avec nous. Nouveau mandat, nouvelle publicité, nouveaux appels, nouveaux comptes rendus de visite, nouvelles offres d'intention d'achat, nouvelle baisse de prix. Nouveau mandat, nouvelle publicité, appel, visite, compte rendu de visite, offre d'intention d'achat et compromis de vente. À partir du moment où le bien est au bon prix, on n'a plus rien à faire. Les acquéreurs se bousculent et souvent, il n'est pas rare que quand le bien est au bon prix, au lieu d'avoir un acquéreur, on en a 2 ou 3. Tout l'enjeu, c'est de faire arriver le mandat au bon prix et donc de faire accepter les baisses de prix à notre client vendeur. Okay. Dominique, oui. Lorsque tu parles de la baisse de prix nouveau mandat, on est sur un mandat exclusif et même si on est sur un mandat simple, l'intérêt c'est d'avoir, quand on fait une baisse de prix, un mandat exclusif. Oui. Alors, suivant les régions, tout le monde n'est pas à l'aise de la même façon avec le mandat exclusif. Alors, en l'occurrence, le but de la baisse de prix, c'est également de verrouiller le client. On lui a montré, on lui a prouvé qu'on travaille, qu'on s'implique dans la commercialisation de sa maison, de son appartement. Les autres agences n'ont rien fait. On a démarré avec un mandat simple parce qu'on est dans notre proximité géographique, donc ce n'est pas du tout un problème d'avoir un mandat simple. On a des visites. Les autres agences n'ont pas de visites, donc maintenant, on va ajuster le prix au prix du marché. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec les autres agences qui n'ont pas eu de visite? L'objectif, c'est que le client ne les garde pas. L'objectif, ce n'est pas de lui permettre d'appeler les autres agences en disant « Écoutez, avec la fourmi, on a baissé le prix, il faut que vous baissiez aussi le prix. » Ça, je l'ai vécu. On l'a tous vécu un jour. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Notre client, bien sympa, il dit « Mais nous, on veut que ça soit vous qui fassiez la vente. » Donc, on reste en mandat simple, on veut que ce soit vous qui fassiez la vente. J'appelle les autres agences. Donc, moi, le client, j'appelle les autres agences pour leur demander d'ajuster le prix. Résultat, les autres agences qui n'ont pas travaillé et qui attendent en embuscade que le bien soit au bon prix, elles dégainent un acquéreur de leur fichier d'acheteur et la vente se fait. Vous avez eu 15 visites, l'autre agence a eu 0 visite, c'est elle qui fait la vente. Et dans la tête de votre client, qu'est-ce qui va se passer? Dans la tête de votre client vendeur, il va dire, mais en fait, ça ne sert à rien de faire des visites. Vous voyez, l'autre a fait une visite et puis il avait l'acquéreur. Or, l'autre agence a bénéficié du travail que vous avez fait.
en amont. Donc, objectif, quand on fait une baisse de prix, c'est de passer en mandat exclusif ou harmonie, ce qui permet de sécuriser la vente pour vous. Pourquoi toutes les visites sont intéressantes? Alors, à ce titre, comme notre objectif, c'est d'avoir des comptes rendus de visite, on va générer un maximum de visites, surtout au départ. Pourquoi? Dans la tête de notre client vendeur qui nous a confié sa maison à vendre à 250 000 euros. Alors, je dis 250 000 euros, ce n'est pas forcément représentatif des situations individuelles de chacun d'entre vous. Je prends toujours le même exemple, comme ça, quand on va parler de 250 000 euros, on va parler de la même chose. Je note 250 000 euros. Le client vendeur qui vous mandate pour vendre sa maison à 250 000 euros a une charge émotionnelle très importante par rapport à cette maison. Il a ses enfants qui ont grandi dans la maison, ses petits-enfants qui ont fait leur premier pas dans le jardin. Ça fait 30 ans qu'ils y habitent. Et puis là, pour des raisons de maladie, des raisons de divorce ou des raisons de succession, parce que monsieur ou madame est décédé, il est obligé de vendre la maison. Pour lui, c'est une charge émotionnelle très importante et il va vous juger sur quoi? Comment va-t-il pouvoir juger votre travail? Il va pouvoir juger votre travail à une seule chose, c'est est-ce que vous amenez des visites? Si vous amenez des visites, il va dire, bah, lui au moins il travaille, elle travaille, Brigitte travaille, Cédric travaille. Et eux, ils amènent des visites. Ça fait 3 mois que je travaille avec une autre agence, il n'y a pas de visite. Ils m'envoient des mails pour dire qu'ils ont un acquéreur potentiel, mais il ne se passe rien. Et vous avez des visites. Et les visites sont intéressantes dans tous les cas parce qu'elles vous permettent d'avoir des comptes rendus de visite. Et les comptes rendus de visite, c'est ce qui va vous permettre de générer des baisses de prix pour arriver au prix du marché. Alors, il y a parfois certains agents qui disent moi, je filtre pour avoir un minimum de visites parce que je n'ai pas envie de me déplacer pour rien. Oui, c'est valable, c'est vrai, mais comment est-ce que vous allez prouver à votre client que vous avez de l'activité? Si vous filtrez les visites, au départ, votre maison à 250 000 euros n'intéresse personne parce qu'elle en vaut 200 000 selon le prix du marché. Et vous filtrez les visites, donc vous avez 0 visite. Donc, ça va être plus compliqué de faire prendre conscience à votre vendeur qui n'est pas au bon prix. Donc, les visites sont intéressantes parce qu'elles vous permettent d'avoir des comptes rendus de visite. Et au départ, en phase de démarrage dans votre secteur, si vous êtes seul dans votre secteur ou si vous avez une maison qui est trop chère par rapport au prix du marché, une maison n'est jamais trop chère toute seule, mais elle est toujours trop chère par rapport à un prix qui est le prix du marché, vous pouvez déclencher une visite de courtoisie. Alors, je vais expliquer ou réexpliquer ce que c'est une visite de courtoisie pour que ça soit bien compris par tout le monde. Une visite de courtoisie, ce n'est pas une fausse visite comme je l'entends parfois. On oublie complètement cette notion de fausse visite. Parce que si dans votre tête, vous dites « je fais une fausse visite », ne la faites pas. On ne fait pas de fausse visite. Une visite de courtoisie, c'est quoi? C'est tout simplement à vous d'identifier dans votre entourage des personnes, et c'est à double tranchant, des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, qui aimeraient visiter des maisons et donner leur avis. Ces personnes peuvent être des personnes de votre entourage, pas des collègues, sauf si c'est des collègues qui sont acheteurs. Mais si vous faites des visites avec des collègues, ça ne va rien vous apporter. Sauf si vous annoncez à votre client vendeur, je viens faire une visite avec un collègue qui a potentiellement un acquéreur. Donc, la visite de courtoisie, vous identifiez dans votre entourage, voisin, voisine, oncle, cousin, cousine, quelqu'un qui est intéressé pour faire des visites. Il y a plein de gens qui sont intéressés par le fait de visiter des biens à vendre. Moi, j'aurais bien aimé le faire avant que ça soit mon métier. Je passais beaucoup de temps à visiter des maisons quand il y a des portes ouvertes. En dehors des portes ouvertes, aucune agence ne vous propose de visiter une maison. Elle n'a pas de temps à perdre. Les agences ont 50, 100, 150, 200 mandats suivant les endroits. Et donc, elles n'ont pas de temps à perdre avec des visites de personnes qui sont uniquement des curieux qui ne sont pas sûrs d'acheter. Donc, les agences vous font passer à l'agence. Elles vous font faire un choix sur un catalogue et puis ensuite, sur ce que vous avez identifié après qu'elles aient validé votre capacité financière, elles vous emmènent faire une visite. OK. Moi, ce que je dis là, c'est que c'est prévu dans la méthode, la visite de courtoisie va vous permettre de passer outre. Vous avez votre voisine qui vous dit « moi, j'aimerais bien visiter les maisons, mais bon, je ne peux pas le faire ». Vous allez voir votre voisine en disant « voilà, je viens de rentrer une nouvelle maison et j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu es disponible lundi après-midi ou mardi matin pour faire une visite ?» Ok, elle vient lundi après-midi faire une visite, elle va vous donner son avis. Elle va faire la visite
Vous allez compléter un compte-rendu de visite et il n'est pas exclu, en plus, qu'elles soient intéressées par cette maison. Les personnes qui aiment visiter les maisons sont potentiellement toutes des acquéreurs en puissance parce qu'au bout d'un moment, les gens visiter pour visiter, elles finissent par s'ennuyer. Alors, la personne qui est locataire, la personne qui est votre voisine qui visite un bien peut devenir demain l'acquéreur. En attendant, elle vous donne votre avis, ça vous fait son avis. En attendant, elle vous donne son avis et ça vous fait un compte rendu de visite. En plus, c'est une personne, à partir du moment où vous l'avez amené visiter 2, 3, 4 maisons ou appartements, elle va finir par trouver ça très sympa, le métier que vous faites. Et puis, c'est une affiliée potentielle, parce qu'elle va vous dire, mais en fait, c'est sympa ton métier. Comment on peut faire pour que je puisse démarrer, parce que moi, ça m'intéresse de faire la même chose. Okay. Donc, les visites de courtoisie ne sont pas négligées. Alors, j'ai juste un message de Zoom. Hop. Alors, j'ai un message de Zoom qui me demande de payer. Alors, pour l'instant, je lui dis plus tard. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est la visite de courtoisie. N'hésitez pas à en faire, mais il faut les faire correctement. Ce n'est pas des fausses visites, c'est des vraies visites avec des personnes qui n'ont pas forcément l'intention d'acheter au départ, mais ce sont des vraies visites. Et ces personnes peuvent devenir des acheteurs demain, hein, que ça soit bien clair. Les clients achètent par comparaison. Donc, dès le départ, votre mission en tant que mandataire, notre mission en tant que professionnel de l'immobilier, c'est d'expliquer le processus de vente à nos clients vendeurs. Donc, on va publier, on va signer un mandat ensemble, on va faire la publicité et peut-être qu'il n'y aura pas d'appel. S'il n'y a pas d'appel, ça veut dire que le bien n'est pas au prix du marché. Peut-être qu'il y aura des appels. Il y aura des appels, il y aura des visites. Et ce qui est intéressant, c'est que les acheteurs achètent par comparaison. C'est très rare, bien que ça arrive, c'est très rare que les acheteurs achètent à la première visite. Ils font une visite, hop, ils sont séduits, ils ont le coup de cœur, ils achètent. Ça arrive, je l'ai déjà vécu, mais c'est rare. Ce qui n'est pas rare, par contre, c'est que les acquéreurs fassent un tour, ils visitent tout ce qui est à vendre dans le même quartier ou dans le même village qu'ils ont identifié comme étant le lieu où ils veulent habiter, où ils veulent s'installer. Et donc, ils vont visiter cette maison à 250 000 euros. Ils vont la comparer avec les autres maisons dans la même fourchette de prix qu'ils ont déjà visitées autour. Autour, ils ont visité des maisons entre 200 000 et 300 000 euros. Et 300 000 euros. Donc, ils ont des éléments de comparaison en termes d'emplacement, en termes de surface, nombre de pièces et en termes de prix. Nous n'avons pas la possibilité, nous, de modifier l'emplacement, ni la surface, ni le nombre de pièces. Par contre, la seule variable sur laquelle on peut avoir une influence, c'est le prix. Et les clients achetant par comparaison, ils vont nous donner un avis par rapport aux biens que nous vendons, par rapport aux autres biens qu'ils ont déjà visités. Ça, c'est très important de mettre ça dans la tête du client vendeur parce qu'il n'en a pas forcément conscience. Pour lui, son bien est unique et c'est normal. Il a une maison à vendre. Pour lui, c'est la seule et c'est la plus belle, évidemment. Donc, monsieur, madame le client, on va préférer, plutôt que faire une estimation, on va préférer faire venir des visiteurs pour qu'ils nous donnent leur avis. Donc, on ne fait pas d'estimation, on fait venir des visiteurs. L'estimation est un piège parce qu'on n'est pas dans la tête du client vendeur. Je vais développer un tout petit peu la partie estimation parce que souvent, les clients nous demandent de venir les voir parce qu'ils ont un projet de vente et leur prétexte, c'est de dire bah, « écoutez, passez me voir, je voudrais faire une estimation ». Quand les gens vous demandent de passer pour faire une estimation, c'est que dans la plupart des cas, ils souhaitent faire une vente, ils souhaitent vendre leurs biens. Donc, l'objectif n'est pas de leur faire une estimation, ils savent déjà combien ils veulent. Et on ne sait pas le scénario qu'ils ont dans la tête. Donc, si on leur dit, écoutez, votre maison, moi, je pense qu'elle va se vendre à 200 000 euros, on dit, bah, écoutez, dégagez, je n'ai pas besoin de vous. Si vous lui dites, bon, d'accord, il veut 250 000 euros, mais il y a 4 agences, 5 agences, moi, je veux absolument avoir un mandat exclusif, je vais lui dire, écoutez, moi, monsieur, madame les clients, moi, je vous propose, moi, votre maison, je l'estime à 270 000 ou à 280 000 euros. Ça va vous permettre de rentrer le mandat en exclusivité. Et le client, en toute bonne foi, va penser que, comme vous êtes professionnel, vous allez vendre la maison à ce prix-là. Or, ça ne sera pas le cas, vu que le prix du marché, vous savez, c'est 200 000 euros. Donc, ça ne sert à rien de faire une estimation et de surévaluer le prix des biens. Donc, le client sait combien il veut. Et dans 99% des cas, il vous le dit sans que vous ayez besoin de chercher.
Donc, ce qui est important, c'est le QQCP. QQCP, c'est quoi, le bien que vous vendez, quand, quel est le délai, à combien. Donc, le C, c'est combien. Monsieur et madame les clients, vous voulez 250 000 euros. OK. Pourquoi 250 000 euros? Alors, ils vont dire, parce que la maison, on l'a achetée 150 000 euros, on a fait 50 000 euros de travaux, on voudrait changer de voiture, se payer des nouvelles vacances et rembourser le crédit revolving en même temps, donc 250 000 euros. OK. Ça vous donne l'explication du combien. Ça ne veut pas dire que c'est le bon prix, mais c'est dans la tête des vendeurs, c'est ce qui se passe. Donc, notre boulot à nous, c'est de leur expliquer que les acquéreurs n'ont pas forcément envie de financer la nouvelle voiture. Ce n'est pas leur problème. La maison va se vendre dans le cadre d'un marché. Et le P, c'est le pourquoi, l'importance du pourquoi. Pourquoi les gens veulent vendre? Ça, c'est super important. S'ils veulent vendre parce qu'ils divorcent, ce n'est pas qu'ils veulent, c'est qu'ils sont obligés de vendre. S'ils vendent parce qu'ils viennent d'hériter d'une maison, ils ont besoin d'argent, ils sont obligés de vendre. S'ils vendent parce qu'ils sont mutés, s'ils vendent parce qu'ils ont des dettes à rembourser, ils sont obligés de vendre. Et donc, c'est important de comprendre le pourquoi ils vendent. Donc, c'est les 5D, décès, divorce, dette, déménagement et discorde de voisinage. Il y a, comme je l'ai déjà rencontré, des clients qui disent « Bon, moi, je n'ai pas besoin de vendre, mais si vous me vendez la maison à 250 000, je la vends. » OK. C'est très important le pourquoi. Parce que votre client n'est pas vendeur. Il vous dit « Je n'ai pas besoin de vendre, mais si vous me trouvez un acquéreur à 250 000 euros, je vends. » Sachant que le prix du marché est à 200 000 euros, votre maison, vous ne la vendrez pas à 250 000 euros. Donc, ce n'est pas grave. Mais pour faire accepter une baisse de prix à votre client qui n'a pas besoin de vendre et qui ne souhaite pas vendre, vous ne pourrez pas lui faire accepter la baisse de prix. Donc ça, c'est super important. Il faut toujours savoir pourquoi vos clients vendent. Si vous dites « je n'ai pas besoin de vendre, je veux faire une bonne affaire », vous pouvez prendre le mandat parce que ça va vous servir, mais ça va être très compliqué de faire une baisse de prix. Sauf si à un moment, il révèle qu'il a quand même besoin de vendre. Pourquoi prendre un bien délibérément trop cher en mandat? Vous pouvez prendre un mandat simple. Vous pouvez le prendre dans tous les cas à partir du moment où le mandat se situe dans votre zone de votre proximité géographique. À partir du moment où vous signez un mandat dans votre proximité géographique, vous allez pouvoir avoir un bien de plus à proposer à vos clients acquéreurs. Et lors d'une visite, vous allez pouvoir mettre cette maison trop chère dans le circuit des visites. Elle va vous permettre de valoriser les autres maisons que vous vendez qui sont au bon prix. OK ? Donc, si elle est trop chère et qu'elle n'est pas dans votre proximité géographique, ça sera inutile parce que vous n'aurez pas de visite. Et puis, si votre client vendeur ne souhaite pas baisser le prix, vous aurez un mandat qui vous sert à rien. Mais dans votre secteur géographique, dans votre proximité géographique, c'est super important d'avoir tous les biens possibles. Ça vous permet d'avoir une offre et de faire des circuits de visite. Notre outil pour la baisse de prix. Notre outil, c'est le compte-rendu de visite. C'est l'outil principal. Et on va s'en servir pour toutes les négociations de baisse de prix. On va voir que parfois, on n'a pas de compte-rendu de visite parce qu'on n'a pas de visite. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Le compte-rendu de visite, c'est l'outil majeur. Et celui-là, il faut l'expliquer à votre client dès lors que vous êtes chez lui pour signer un mandat. Vous lui montrez le compte-rendu de visite. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, vous le connaissez, le compte-rendu de visite. Vous lui expliquez comment ça fonctionne et vous lui expliquez tout. Alors, le compte-rendu de visite, tout le monde le connaît. Ce qui est important, c'est que c'est bien vous qui le complétez en posant des questions à votre client visiteur et vous lui demandez son avis par rapport au prix du marché. Et ça, on l'explique à notre client vendeur. Quand on voit estimation par comparaison prix du marché, à notre vendeur, on explique bien que l'acquéreur achète par comparaison. Et ça, c'est super important parce que ça va nous permettre d'avoir des indications. Et pourquoi on va avoir des bonnes indications? Parce que nous, en tant que professionnels de l'immobilier, notre métier n'est pas de passer notre temps à visiter les biens vendus par les autres agences.
Par contre, les acquéreurs qui ont un projet vont faire le tour et visiter les biens qui sont vendus par les autres agences dans un même secteur et vont avoir des éléments de comparaison. Et par l'intermédiaire de nos clients visiteurs, on arrive à avoir des avis éclairés de personnes qui nous disent mais moi j'ai visité la maison qui est à vendre juste à deux numéros plus loin. C'est la même maison, mais elle était moins chère parce que. Et donc ça nous permet d'avoir des avis. Ok. Donc, Dominique, oui. excuse-moi. Ça permet aussi, quand tu fais visiter un acquéreur qui recherche par comparaison, il t'emmène juste jusque devant la maison du vendeur particulier qui a mis lui-même à la vente son bien. C'est ce qui m'est arrivé. Autrement dit, on a aussi, grâce à ça, des acquéreurs qui nous donnent aussi des informations pour pouvoir aller récupérer des mandats. Eh ben voilà. Merci Brigitte. Ben, c'est super important. Et d'où l'importance de prendre du temps avec nos clients. Donc, ce que j'ai écrit là, c'est pas la peine de le recopier, hein. Mais le compte-rendu de visite, en fait, ça dit ça. Notre méthode consiste non pas à estimer le bien lors de la prise de mandat, parce qu'au vu de l'état du marché, le prix aujourd'hui n'est pas forcément valable demain. Et en plus, il n'est pas logique que ce soit nous qui fassions une estimation, ce n'est pas nous qui achetons. Par contre, on privilégie l'avis des clients acquéreurs. Donc, le Dominique, je compte-rendu. vais poser une question. Oui, Bonjour, je bonjour. suis Armelle. J'ai une question pour toi, Dominique. En fait, par rapport à la question cruciale, à combien estimez-vous ce bien? Ça nous sert dans le sens où, effectivement, si le bien qu'on a rentré, il est à un prix élevé, ça va nous permettre de pouvoir faire prendre conscience aux vendeurs qu'il est trop cher. Ça, je suis d'accord. Mais dans tous les cas de figure, à chaque fois qu'on va poser la question à un acquéreur, il va forcément te donner un prix moindre. Et tu vois, même si le bien lui plaît, par la force des choses, si tu lui demandes à combien il va estimer le prix de l'appartement, même s'il lui plaît, il reverra toujours son prix à la baisse, tu vois. Alors, pas forcément. Ça, c'est quelque chose que tu as vécu? Alors, oui, je pense qu'effectivement, moi, je suis dans le cas de figure où j'avais un bien qui est au plafond du prix, donc il est quand même assez cher. Donc ça, c'est un état de fait, mais quand même, tu vois, j'ai un couple à qui l'appartement a plu, je l'ai vu, et le fait de lui poser la question, il m'a carrément baissé le prix, quoi, tu vois. D'accord. Mais est-ce qu'il a fait une offre? L'appartement leur plaisait, mais le fait de leur poser la question à la fin sur le compte rendu, eh ben, personne ne va te dire oui, il est au prix, même si l'appartement leur plaît, même si c'est un prix normal. Hein. Moi, je suis au plafond extrême, mais j'imagine que même un bien que tu as en mandat et qui a un prix normal, ils vont toujours revoir à la baisse le prix, quoi. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça peut nous pénaliser cette question à la fin, tu vois. Surtout quand ton appartement, il est au prix du marché. Et alors, tes clients, est-ce qu'ils ont fait une offre? Ceux qui Ouais. ont donné un prix plus bas, d'accord. Mais en fait, l'offre, c'est très aléatoire parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que t'es pas, nous, notre objectif, c'est d'amener le bien au prix du marché. C'est d'avoir un acquéreur. Si ton bien, tu penses qu'il est au bon prix, il doit avoir un acheteur à ce prix-là. Sinon, c'est qu'il n'est pas au bon prix. Ensuite, si te font une offre, si tu as un appartement à 250 000 euros, tu penses qu'il vaut 250 000 euros et qu'ils font une offre à 200 000, ça ne veut pas dire, que les vendeurs vont l'accepter. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu auras d'autres acquéreurs aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont partir avec le bien à ce prix-là. Et moi, je vois souvent le cas, mais ça dépend peut-être des situations en fonction des secteurs géographiques. Moi, je vois souvent le cas où des acquéreurs, des visiteurs disent non, non, bah, écoutez, non, non, il est au bon prix. Et là, ça ne nous arrange pas. Parce que pour faire des baisses de prix, quand on a des visiteurs qui nous disent ah, ben, votre maison est au bon prix, à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas? Alors à ce moment-là, à quel prix ça devient intéressant pour vous? Moi, j'ai 2 cas. Sur un appartement, j'ai fait au moins 10 visites. Sur les 10 visites, j'ai 8 personnes qui m'ont dit qu'il était au prix et j'ai jamais d'offre. Voilà.
En fait, le but, c'est de générer une offre d'intention d'achat. Quand le bien est au prix, il se vend. Et quand il est au prix, suite à une baisse de prix ou dès le départ, vous avez très souvent plusieurs acheteurs. Mm. Donc, Moi, pardon Dominique, moi quand j'ai des clients, quand je fais le compte rendu de visite et que j'ai des clients acquéreurs qui me donnent le prix, qui me disent c'est au bon prix, je ne le mets pas. Je ne le mets pas. Parce que si mon intérêt, effectivement, parce que si j'ai pas d'offre, bien sûr, parce que si normalement il te dit qu'il est au prix, tu dois avoir une offre derrière. Mais je ne le mets pas parce que, effectivement, le but, c'est d'avoir une baisse de prix dans la foulée, quoi. voilà. Merci Dominique. De rien. Alors, cette méthode fonctionne à condition qu'on soit réactif. Donc, on explique à notre client, on ne va pas attendre 3 mois pour ajuster le prix. Si pendant les 15 premiers jours, on a 0 appel, on va voir comment on peut le montrer. 0 appel, ça veut dire que le bien n'est pas au bon prix. Quand il est au bon prix, on a des appels tout de suite. Et imaginez-vous, vous faites une erreur, vous oubliez un 0 dans le prix du bien, vous oubliez, elle n'est pas un 0 mais un 1, la maison à 250 000 euros, si vous tapez par erreur 150 000 euros, je vous assure que vous avez 100 appels le lundi matin, vous avez 100 acquéreurs. Donc, quand un bien est au bon prix, il y a des acheteurs. S'il n'y a pas d'appel, c'est qu'il n'est pas au bon prix. Donc, il faut être très réactif. Il ne faut pas attendre des mois avant d'ajuster le prix. Donc ça, on l'explique à notre vendeur au départ. Il ne va pas forcément accepter au bout de 15 jours, si vous n'avez pas prévenu, qu'il va devoir ajuster son prix parce qu'il est dans son rêve. Donc, on n'est pas des experts pour estimer le bien qu'on ne souhaite pas acheter. Par contre, on est des experts pour analyser la réaction du marché et pour voir la marche à suivre. Et pour ça, monsieur et madame les clients, vendeurs, on va faire le point régulièrement. Et donc, on fixe dès la rentrée de mandat un nouveau rendez-vous dans 15 jours maximum. 30 jours, ce n'est pas le premier rendez-vous. Après le mandat, on fixe un rendez-vous au bout de 15 jours, 10-15 jours pour faire un premier point. D'autant plus que votre client a validé le fait qu'il est prêt à ajuster son prix parce que vous lui avez expliqué. Il sait très bien au départ qu'il est dans la fourchette haute. Quand vous lui demandez combien vous voulez de votre maison, il vous dit 250 000 euros. 250 000 euros, ce n'est pas le prix minimum qu'il veut, c'est le prix maximum. De toute façon, si vous lui posez la question, souvent, il va vous dire oui, mais on essaye, et puis on pourra toujours négocier après. Ce qui est dangereux, parce que vous pouvez lui expliquer aussi, c'est comme vendre une voiture d'occasion sur le bon coin. Votre voiture vaut 10 000 euros à l'Argus. Vous dites, allez, je l'affiche à 12 000 euros, comme ça, je vais pouvoir négocier le prix et la vendre peut-être 11 000. Eh bien, si votre voiture vaut 10 000 euros à l'Argus, à 12 000 euros, personne ne téléphone. Personne. Si elle vaut 10 000 euros à l'Argus, vous l'affichez à 10 000 euros, vous avez des appels. Et peut-être à ce moment-là une négociation ou pas. Parce que si c'est le prix Argus et que votre voiture est en bon état, vous avez plusieurs acheteurs également. C'est exactement pareil pour des maisons. Ce qui est très important, c'est qu'on ne quitte pas un rendez-vous avant d'avoir fixé le suivant. Donc, messieurs et madame les clients vendeurs, on va tout de suite noter dans l'agenda notre rendez-vous dans 15 jours. Ça va nous permettre, 1, de ne pas l'oublier, et 2, que le rendez-vous soit déjà fixé. Et 3, on n'aura pas besoin de les appeler. Quand on dit « je vous rappelle dans 15 jours », je vous rappelle dans 15 jours, si on n'a pas fixé cet appel comme priorité, on va dire « bon, ben, ça m'ennuie, je vais l'appeler demain ». Et puis demain, et hop, une semaine est passée, et puis un mois est passé. Donc, on fixe à chaque rendez-vous le rendez-vous suivant. L'avantage, c'est que quand vous arrivez chez votre client, le rendez-vous est pris, c'est normal. Il ne va pas vous demander pourquoi vous voulez le voir. Si vous l'appelez au bout de 15 jours ou un mois en disant « bonjour, monsieur et madame le client, je voudrais vous voir », il va dire « ah, pourquoi, dites-moi, ah, c'est pour baisser le prix, donc écoutez, ce n'est pas la peine de venir ». Si le rendez-vous est fixé, il est là, vous y allez. Point. OK ? Dominique, Oui. j'ai juste une question. Justement, ce fameux point dont tu parles, est-ce qu'il doit être physique ou téléphonique? Alors, le point, toujours physique. Pourquoi? Je vais en parler tout à l'heure. Mais toujours physique parce que ça permet de dégainer le mandat que tu as déjà rempli pour signer une baisse de prix. Si tu as un rendez-vous téléphonique, pour signer un mandat avec une baisse de prix, il faut que tu le fasses de façon électronique parce que sinon, ce qui va se passer, tu dis écoutez, OK, je passe vous voir demain. La nuit portant conseil, ils peuvent changer d'avis entre-temps. Donc, rendez-vous physique.
Et d'autant plus que le rendez-vous physique, ça permet de tisser, de continuer ce lien de confiance parce que vous vous rencontrez, parce que vous prenez le temps. Les autres agences, souvent, comme elles ont beaucoup de mandats, ne font pas de rendez-vous physique. Elles envoient des mails en disant voilà, on a eu tant d'appels, on a eu tant de visites. Et encore, c'est quand elles font des comptes rendus de visite. Et elles suggèrent parfois il faudrait ajuster le prix. Et les clients n'aiment pas ça parce qu'ils disent bah, écoutez, les autres ne les voient jamais, vous voit. Et au moins, vous prenez le temps et ça fait toute la différence. C'est toujours une question de confiance et d'opportunité parce que du coup, on peut signer le mandat tout de suite. Baisse de prix. D'autant plus que souvent, nos clients, quand on va les voir au premier rendez-vous, ils savent que de toute façon, on avait dit au premier rendez-vous, on va ajuster le prix. Au troisième ou au quatrième rendez-vous, on ne fait pas forcément une baisse de prix à chaque fois. Par contre, on prend le café ensemble, on discute, on leur reparle de la nouvelle maison qui est à vendre à côté, des nouvelles visites. Et puis, c'est ce lien de sympathie qui permet d'être en confiance, qui permet de leur demander de résilier les autres mandats s'ils en ont encore avec les autres agences. Et c'est ce qui leur permet d'être en confiance. Et souvent, c'est les clients qui vont dire, bon, bah, allez, on y va, maintenant, on baisse le prix, vous pensez combien, hein? Encore une fois, ce n'est pas nous qui donnons le prix, parce que c'est un piège. Le premier qui parle a perdu en négociation commerciale. C'est le client qui va vous donner le prix. On peut toujours, si sur une maison à 250 000 euros, que vous pensez vendre à 200 000 euros, il dit allez, d'accord, on va faire une baisse de prix de 5 000 euros. Vous pouvez lui expliquer que ce n'est pas suffisant parce que sur le bon coin, on va rester dans la même tranche de prix entre 225 000 et 250 000. Donc, pour faire une baisse de prix efficace, il faudrait qu'on change de catégorie, qu'on change de fourchette de prix sur le bon coin. Parfois, les clients aussi vous lâchent plus que ce que vous n'espériez, hein, donc c'est pour ça qu'il faut les laisser parler. Alors, quand on n'a aucune visite, ça veut dire que le prix de vente est trop élevé par rapport au prix réel du marché. Ça, ce sont des choses qu'on explique déjà au moment de la rentrée de mandat. Comme ça, c'est de la pédagogie, ça prend du temps, mais vous préparez vos clients. Un bien trop cher, les acheteurs potentiels ne prennent même pas le temps de venir le visiter. Et au bout d'un certain temps, le bien est catalogué comme étant trop cher. Quand on baisse le prix trop tard, l'acquéreur considère qu'il y a un problème. Ah oui, mais ça fait des mois qu'on a vu cette maison à 250 000 euros. Maintenant, elle baisse à 200 000 euros. Je t'avais dit, chérie, il y a un problème. Donc, c'est trop tard. Ça veut dire que souvent, un bien qui est resté trop cher trop longtemps va se vendre moins cher à l'arrivée que ce qu'il aurait pu être vendu au départ. Donc, il faut baisser le prix rapidement. Si la baisse de prix est trop tardive, l'acheteur considère qu'il y a un problème. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'hackers qui mettent des alertes sur des sites d'annonces. Les alertes leur permettent d'avoir des notifications lorsque le prix d'un bien arrive dans la fourchette qu'ils ont sélectionnée. Ils cherchent une maison entre 200 000 et 225 000 euros. S'il est à 226 000 euros, ils ne vont pas la voir. S'il est à 225 000 euros, ils vont recevoir une alerte. La solution, c'est adapter votre bien au prix du marché. Donc là, on a vu le contexte. Le contexte et le travail de pédagogie qu'on doit faire avec nos clients pour faciliter la suite. On va voir la trousse à outils. Maintenant, avec quels outils on va venir voir nos clients en disant « Voilà, j'ai des nouvelles, j'ai travaillé pour vous et voilà ce qu'on va pouvoir faire. » Donc, la trousse à outils, je vous l'enverrai également, hein. Tous ceux qui sont inscrits à la formation, j'enverrai un lien de téléchargement. Vous allez voir, c'est rien d'extraordinaire, mais à partir du moment où on l'applique, ça fonctionne. Ça fonctionne si notre client est vendeur. Si notre client ne souhaite pas vendre, de toute façon, ça ne changera rien. Parce qu'il va dire, oui, mais moi, j'ai bien compris vos arguments, mais moi, c'est 250 000 euros ou rien. À ce moment-là, vous gardez la maison dans votre portefeuille pour faire des visites lors d'une tournée qui va vous permettre de valoriser les autres biens qui sont au bon prix. Et après la trousse à outils, on verra un tout petit paragraphe, une diapo sur justement le moment opportun. Pour répondre à Cédric, le moment opportun et comment amener tous ces éléments à notre client.
Alors, la trousse à outils. Le premier outil, c'est faire relire et valider mon annonce et mes photos. Il n'y a rien de pire qu'un client, quand vous allez le voir au bout de 15 jours, qui vous dit « Oui, mais votre annonce, elle est pourrie. Moi, il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre que les portes sont en chêne massif. » Parce que pour le vendeur, évidemment, il va attacher beaucoup d'importance aux détails. Les portes en chêne massif qu'il a fait faire par un ébéniste ou qu'il a fait lui-même parce qu'il est ébéniste, pour lui, ça a énormément de valeur. Or, une porte, bon, c'est une porte. Une porte, ça ne vaut pas 50 000 euros. Même 5 portes, ça ne vaut pas 50 000 euros. Mais pour lui, les portes, ça fait la différence. C'est un exemple. Donc, au départ, quand vous rédigez votre annonce, vous l'envoyez à vos clients. Une fois que vous la rédigez, vous la publiez sur la Fourmi-Imo, voire même sur les autres sites d'annonces. Vous publiez votre annonce et vous envoyez le lien à vos clients pour qu'ils vous valident l'annonce. Moi, je vois souvent des clients qui chipotent. Mais à partir du moment où ils ont validé votre annonce, ils ne pourront pas vous reprocher d'avoir rédigé une mauvaise annonce. Première chose. Et c'est important aussi qu'ils comprennent pourquoi vous avez mis telle indication. Le professionnel, c'est vous. Donc, ce n'est pas votre client de vous dire ce que vous devez mettre. C'est vous qui choisissez de mettre beaucoup ou peu, la méthode bikini ou de tout mettre. Mais vous devez expliquer à votre client pourquoi vous faites comme ça et surtout qu'il valide en disant « Ok, j'ai compris, c'est vous le professionnel, donc je valide votre annonce. » Pareil pour les photos. Il y a des clients qui n'aiment pas vos photos. Et il ne faudrait pas qu'ils puissent vous le reprocher en disant « Oui, mais c'est normal que vous n'ayez pas de visite, que vous n'ayez pas d'appel parce que vos photos ne sont pas belles, elles ne sont pas bien cadrées, elles ne sont pas chouettes. » Faites valider les photos par votre client. Donc ça, c'est au départ lorsque vous publiez l'annonce. À partir du moment où il les valide, il ne pourra pas revenir dessus en disant que ça ne correspond pas. Est-ce que vous avez déjà eu des clients qui ont dit que vos annonces étaient pourries? Dominique, tout dépend de la couleur de ton client vendeur. Hein. Tout à fait. Mais ça, tout à Pour fait. faire valider ton annonce ou tes photos, je peux te dire que tout dépend de la couleur de ton client vendeur. C'est ça. Et donc, c'est quoi la bonne couleur pour lui faire valider ton annonce? Bah, je dirais bleu, violet, Okay. certainement pas rouge. Et en fait, c'est à toi d'emmener ton client, c'est-à-dire que ton client, tu identifies dans quelle catégorie il se trouve. À toi de l'emmener aussi où tu veux en utilisant c'est comme au judo, utiliser la force de l'adversaire pour l'amener là où toi tu veux. Évidemment, les 10 points de la trousse à outils, les 10 outils, vous n'allez pas pouvoir les utiliser les 10 conjointement, mais utiliser l'un ou l'autre. Par contre, si le client ne valide pas, si vous ne faites pas valider votre annonce et vos photos par votre client, il peut après vous le reprocher. Merci. Les comptes rendus de visite. Dès lors que vous avez des visites, donc vous retournez voir votre client 15 jours après le rendez-vous. Le premier rendez-vous, vous avez fixé un rendez-vous à J+15, vous avez eu 3 visites, vous arrivez avec des comptes rendus de visite. Alors, il peut arriver, rarement, mais ça arrive, que le bien soit vendu très vite parce qu'en fait, il était au bon prix et puis vous avez l'acquéreur tout de suite. Ça aussi, vous pouvez prévenir vos clients, vendeurs, en disant en moyenne, il faut 2 mois, 3 mois, 4 mois pour vendre un bien. Vous pouvez faire vos propres statistiques et dire, voilà, moi, l'année dernière, en 2019, toutes les maisons que j'ai vendues, je les ai vendues en 2 mois ou 3 mois. Mais il se peut aussi, en moyenne, il se peut aussi que j'ai un acquéreur tout de suite. Donc, il faudra examiner son offre de façon très sereine parce que souvent, la première offre est la meilleure. On a une maison à 250 000 euros, on a une offre à 230 000 euros et là, votre client dit « Oui, mais ça fait qu'une semaine. Attendez, on aura d'autres acheteurs qui donneront plus. » Et bien souvent, quand on a une première offre à 230 000, la suivante est à 220 000, la suivante à 210 000. Donc, c'est très important. La première offre, c'est souvent la meilleure, sauf si c'est un investisseur, mais là, c'est une autre catégorie d'acheteurs. La première offre, c'est la meilleure. C'est les gens qui veulent acheter la maison, ils l'ont vue, elle leur plaît. Et si l'offre n'est pas suivie d'une baisse de prix par le vendeur, souvent les offres suivantes sont plus basses. Donc, les comptes rendus de visite nous permettent de dire, ben voilà, dans la case estimation, nos visiteurs ont tous donné des prix
par comparaison avec les biens à vendre dans le même quartier, entre 210 000 et 225 000 euros. On est à 250 000 euros. Donc, je vous avais expliqué, monsieur et madame les clients, à la rentrée de mandat, que les comptes rendus de visite nous permettent d'avoir une photo du marché et de savoir ce qui est à vendre et à quel prix. Donc, c'est très important d'en tenir compte et de s'ajuster rapidement avant qu'il ne soit trop tard, avant que tout le monde ait vu la maison et les cataloguer comme étant trop chers ou à défaut. Les offres d'intention d'achat, ça c'est encore plus puissant que les comptes rendus de visite. Les offres d'intention d'achat, à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous fait une offre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à acheter. Donc, votre maison à 250 000 euros, vous avez une offre à 220 000 euros. Une offre, c'est une offre d'intention d'achat. Les visiteurs sont prêts à l'acheter à ce prix-là. Donc, c'est important. Ce n'est pas une offre fantaisiste. C'est pour ça qu'on fait signer des offres d'intention d'achat. Parce que sinon, ça pourrait très bien se faire oralement. Il y a des agences qui disent, écoutez, moi j'ai eu telle personne qui m'a proposé tant. Là, on a une offre. Alors l'offre, on la montre ou on ne la montre pas. Ça, c'est un autre débat. On la montre quand on sait que de toute façon, le prix est tellement bas que nos vendeurs ne vont pas l'accepter. Donc, on la montre, c'est une vraie offre. Maintenant, évidemment, mon métier, mon rôle, mon obligation, c'est de vous montrer l'offre. Je sais bien que le prix est trop bas, mais admettons que demain, vous souhaitiez la vendre à ce prix-là, je ne voudrais pas que vous me reprochiez de ne pas vous avoir montré l'offre. Donc, monsieur et madame les clients, moi, je vous montre l'offre. Évidemment, c'est vous qui décidez. Quand l'offre est très proche du prix, dans l'offre d'intention d'achat, le prix indiqué, c'est le prix honoraire inclus. Si vous la montrez à votre client vendeur, vous avez une maison à vendre à 250 000 euros honoraire inclus. Vous avez une offre à 230 000 euros honoraire inclus. Vous avez 15 000 euros d'honoraire. Donc, la maison que vous vendez que vous affichez 250 000 euros, dont 15 000 euros d'honoraire, ça fait 235 000 euros net vendeur. D'accord ? Si vous montrez à votre client vendeur une offre à 230 000 euros, lui, il ne va pas penser honoraire inclus, lui, il va penser 230 000 euros net vendeur, donc ça ne fait que 5 000 euros de différence. Il faut faire très attention à ça. Donc, les offres d'intention d'achat, ce que je conseille, c'est de les négocier au téléphone. Messieurs et madame les clients vendeurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que votre maison est vendue. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir faire encore un petit effort sur le prix. Et là, vous ne parlez avec le client vendeur qu'en prix net vendeur. Vous ne parlez pas au client vendeur du prix honoraire inclus, parce que ce n'est pas son problème. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le net vendeur. Pareil, l'acquéreur, lui, ce qui l'intéresse, c'est le prix honoraire inclus, ce n'est pas le prix net vendeur, ce n'est pas celui qu'il paye. Donc, on négocie le prix sur la base d'une offre d'intention d'achat, on le négocie au téléphone. Donc, pour répondre à Cédric, pour un rendez-vous baisse de prix, on se déplace. Pour une négociation suite à une offre d'intention d'achat, surtout quand la différence est importante, on négocie au téléphone. Et une fois que l'offre est acceptée, on se déplace chez nos vendeurs pour leur faire signer un nouveau mandat. On discute avec les vendeurs toujours du prix net vendeur. Donc, les offres d'intention d'achat, c'est puissant pour la baisse de prix. Parce qu'il y a des vendeurs qui disent « oui, mais les comptes rendus de visite, ce n'est pas des acheteurs, c'est des gens qui donnent un avis. » Ok ? Mais quand même, quand il y a 10 acheteurs qui ont un avis similaire, ça donne une idée du prix réel du marché. Dominique ? Oui. Est-ce que tu peux faire le distinguo, s'il te plaît, entre l'offre d'intention d'achat sans acceptation vendeur et avec acceptation vendeur, s'il te plaît? Ok. Et l'offre d'intention d'achat, il y a donc des clients qui disent « écoutez, moi, si vous m'amenez une offre d'intention d'achat, je suis prêt à discuter, mais amenez-moi une offre d'intention d'achat. » Et on lui explique aussi au départ qu'à partir du moment où on a une offre, on va lui soumettre les offres. Et souvent, ils attendent les offres. Il y a des agents qui sont des spécialistes pour sortir de chaque visite avec une offre d'intention d'achat, en plus du compte-rendu de visite. Donc, ça a l'avantage suivant, c'est que l'offre d'intention d'achat, quand vous allez la montrer à votre client, ce sont des offres d'intention d'achat. Alors, ce ne sont pas des offres d'achat. Juridiquement, ce n'est pas la même chose. C'est subtil, c'est une offre d'intention d'achat. J'ai l'intention d'acheter à ces conditions. L'offre d'achat engage l'acquéreur. L'offre d'intention d'achat ne l'engage pas. Alors,
les offres d'intention d'achat avec acceptation ou sans acceptation. C'est du marketing, c'est surtout du marketing. L'offre d'intention d'achat avec acceptation, ça nous permet de verrouiller le vendeur. Le vendeur qui accepte l'offre et qui écrit, donc j'accepte l'offre, ça nous permet de nous passer juridiquement d'un nouveau mandat, de signer un nouveau mandat parce qu'il a accepté le nouveau prix. D'accord ? Mais dans le nouveau prix de l'offre d'intention d'achat, il n'y a pas les honoraires qui sont détaillés. Je sais qu'il y a des agents qui, pour préparer la signature du compromis de vente chez le notaire, envoient l'offre d'intention d'achat acceptée au notaire, en plus du mandat initial. Le mandat initial, c'était 250 000 €, dont 15 000 € d'honoraires, 235 000 € net vendeur. Offre d'intention d'achat acceptée par le vendeur à 230 000 € honoraires inclus. Ça fait foi, c'est le vendeur qui accepte le prix. Ça ne l'empêche pas de changer d'avis. Alors, en théorie, c'est pas une offre d'achat, une offre d'intention d'achat. Semble-t-il, s'il a signé l'acceptation, il ne peut pas changer d'avis. Je ne suis pas sûr. Hein. Si. Juridiquement, à partir du moment où ton vendeur a accepté l'offre d'intention d'achat, donc avec acceptation vendeur, il est engagé. Le vendeur, il ne pourra pas changer de prix. D'accord. Par contre, l'acquéreur, lui, peut toujours changer d'avis. Alors, les offres d'intention d'achat sans acceptation, ça nous permet, avec acceptation, ça a l'avantage suivant aussi, c'est quand vous avez un vendeur qui refuse et vous lui faites écrire dans la case acceptation « Je refuse l'offre ». Comme ça, vous pourrez lui montrer 6 mois après qu'il a refusé une offre qui était au prix auquel vous avez un acquéreur aujourd'hui. Il peut faire « Je refuse l'offre » et je fais une contre-offre. Oui, aussi. Le vendeur, il peut. Il peut faire une contre-offre, mais au final, ce qui est important, c'est pas forcément… alors, c'est éviter le jeu de ping-pong. C'est ce que j'explique à mes clients. On ne va pas dire plus cher, plus 1000, moins 1500, plus 2000 et gratter de 500 € en 500 €. Monsieur et madame les acquéreurs, vous faites une offre. Le client vendeur peut soit accepter l'offre, soit la refuser, soit faire une contre-offre. Mais on ne va pas faire un jeu de ping-pong en faisant une contre-offre, etc. Alors, il peut faire une contre-offre. Est-ce qu'il y a lieu de l'écrire sur l'offre d'intention d'achat? Toi, tu l'as fait écrire dessus? Ça te permet d'avoir un écrit? Moi, je suis comme Marie-Pierre. S'il refuse une contre-proposition, je le démarre. Je refuse, mais je fais une contre-offre à temps et c'est signé des personnes. D'accord, ok. Bien souvent, ça marche. Ok, eh ben, très bien. Et donc c'est très bien de le faire. Cela dit, on peut le faire également avec les offres d'intention d'achat sans acceptation, parce qu'au final, c'est un document contractuel. À partir du moment où le client écrit dessus et il signe, c'est valable. Alors moi, j'utilise uniquement les offres d'intention d'achat sans acceptation du vendeur, parce qu'au final, les offres d'intention d'achat, je les transmets oralement au téléphone, en disant j'ai une offre d'intention d'achat à tel prix. Et je m'en sers surtout quand les offres d'intention d'achat sont beaucoup plus basses que le minimum que le vendeur souhaitait, ça va néanmoins le préparer à une baisse de prix. Donc, Dominique, s'il te plaît. Ouais. Moi, je les utilise avec acceptation vendeur, mais je fais toujours les négociations par téléphone. Si l'acceptation, comme disait tout à l'heure Marie-Pierre, s'il y a une contre-proposition, à ce moment-là, je ne la présente pas. Mais si elle est acceptée par mon vendeur, alors je vais lui faire signer. C'est-à-dire que je suis réactive, ce que tu disais tout à l'heure. Donc là, à partir du moment où j'ai pris rendez-vous, je lui fais signer, eh bien, il est engagé. Ok, très bien. Moi, ce que je fais, c'est quand j'ai une offre d'intention d'achat qui est acceptée par le vendeur, je dis écoutez, je passe chez vous demain soir pour mettre tous les papiers à jour. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je leur fais signer le nouveau mandat au bon prix. Et là, c'est pareil. Si le mandat est signé au bon prix, c'est également une acceptation. Attention, si vous êtes encore en mandat simple à ce moment-là. Parce que si vous êtes encore en mandat simple et qu'il accepte une offre d'intention d'achat, il faut néanmoins signer un nouveau mandat au nouveau prix en exclusif et lui demander de résilier les mandats des autres agences. Mais selon les personnes, Dominique, quelquefois il est difficile de refaire signer un mandat au nouveau prix.
Oui. Et l'offre d'intention d'achat donc qui est acceptée et signée, eh ben, elle te garantit effectivement d'aller au bout et d'aller au compromis. Ouais. Ok, ouais, C'est très bien. tout. C'est juste parce qu'il y a des personnes qui, on sait qu'on va avoir des difficultés à refaire signer un mandat, alors que il y en a d'autres, ça passe très bien, quoi. Ouais. Ça dépend de leur couleur. Ça dépend de la couleur des personnes. Euh, Globalement, oui, ça dépend des personnes. Donc, il faut évidemment s'adapter à la personne que vous avez en face de vous et puis la connaître. Donc, c'est ce que permet la confiance et les rendez-vous réguliers. Si vous avez une bonne recommandation au départ, si la confiance est là, tout est plus facile, hein, de toute façon. Je me permets juste d'ajouter, quand tu as par exemple un couple qui est en instance de divorce, que ça se passe mal, là c'est justement le gros problème de refaire signer un mandat exclusif après, parce que l'un et l'autre ne sont jamais d'accord. Ça m'est arrivé, c'est la raison pour laquelle je préfère avoir une offre d'intention d'achat avec acceptation. Il faut la signature des deux aussi. Et c'est psychologiquement, enfin, parce que ça m'est arrivé, hein, c'est la raison pour laquelle j'en parle, Ouais. c'est plus facile et c'est plus simple. Voilà, c'est tout. Ben, s'ils ne sont pas d'accord, les faire accepter une offre d'intention d'achat ou signer un nouveau mandat, s'ils ne sont pas d'accord, c'est compliqué. Oui, mais tu finis par y arriver. Le problème, c'est que ce sont des personnes qui, un, va essayer d'en avoir plus que l'autre, mais comme tu as la confiance au moins d'un des deux, pas forcément des deux, eh ben, tu arrives quand même à faire passer certaines choses plus facilement que pour faire signer un mandat exclusif. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. C'est tout. Ok. Dominique, une dernière question. Pardon, Cédric. Vas-y, allez, honneur aux dames. Vas-y, Armelle. Merci, Cédric. En fait, par rapport à l'offre d'intention d'achat, si elle est acceptée et signée par le vendeur, on est d'accord, le vendeur, il ne peut pas se rétracter sur cette signature. En théorie, non. Maintenant, s'il l'a accepté, il n'y a pas de raison qu'il se rétracte. Dans les faits, c'est toujours pareil. Si un client vendeur veut se rétracter, il peut le faire. Après, on rentre dans des procédures. Maintenant, il y a une implication. À partir du moment où il a signé, dans sa tête, et puis vous lui dites, ben voilà, c'est accepté. Dans sa tête, il ne peut plus changer d'avis, évidemment. Quelqu'un qui ne veut plus vendre, ça arrive de temps en temps. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais en théorie, il ne peut plus changer d'avis. Et l'acquéreur? L'acquéreur peut changer d'avis. C'est une offre d'intention d'achat. L'acquéreur n'est pas engagé. Je C'est une voudrais offre témoigner. d'intention. D'accord, merci. Je voudrais juste témoigner d'une petite chose. L'an dernier, j'ai eu une offre acceptée par mon vendeur, sauf que mon vendeur, il était à 800 km et que depuis 6 mois, on était en contact téléphonique. Donc, il a accepté et on va dire à 8 jours du rendez-vous chez le notaire, puisque tout le dossier avait été envoyé, il s'est rétracté en me disant qu'il vendait plus et qu'il vendait à son fils. Et malheureusement, tout le monde a été déçu dans cette histoire. En tout cas, le notaire qui avait commencé à travailler sur le compromis et mes acheteurs aussi. Mais c'est ça. Donc après, tu peux rentrer dans des procédures, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à vendre. Alors moi, Durf m'avait dit que je ne pouvais rien faire. Oui, bah oui. Cédric, tu voulais intervenir? Oui, j'ai juste une question. Est-ce que vous pouvez juste me rafraîchir la mémoire par rapport quand on a un mandat simple, je fais signer une offre d'intention d'achat signée par le vendeur et j'ai mon concurrent qui a une offre supérieure. Mais moi, j'ai déjà signé avec le vendeur. Est-ce que mon vendeur est engagé ou il peut signer une offre plus élevée chez un confrère? Alors ça, c'est une bonne question. Merci de me poser. Alors, parce que je voudrais savoir, parce que j'entends tous les discours, donc j'aurais juste être sûr que du moment où on a fait signer l'offre avant tout le monde, que le vendeur est engagé avec nous et que même si notre confrère, et il y en a qui sont sans scrupules, vont faire signer une offre pour faire signer une offre au-dessus, juste pour nous faire chier. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça à Mulhouse une fois. Bon, il y a eu une transaction à l'amiable entre l'agence et la fourmi IMO parce que l'agence avait fait n'importe quoi. Elle était passée en deuxième pour faire signer une offre plus élevée à un client. Donc, a priori, le problème, c'est le problème de l'agence parce que à partir du moment
Non, c'était même un compromis qui a été signé. Parce qu'une offre, alors je ne sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. D'où la difficulté du mandat simple. C'est une question que je vais poser à Pauline, parce que c'est une excellente question. Je voudrais juste être sûr de ce point-là. En principe, en droit des contrats, c'est la première offre signée qui vaut. Et on engage. Le problème derrière, c'est de pouvoir engager la responsabilité et les frais qui sont inhérents à une procédure. Souvent, c'est très coûteux d'aller ensuite devant le tribunal pour faire valoir le fait qu'il y a un contrat. C'est un contrat qui a été signé. Hein. Du moment qu'il y a une signature, c'est l'article 1315 du Code civil, s'il n'y a pas une modification depuis. Donc, c'est acté. Le problème, c'est qu'après, derrière, en termes de coûts, il faut faire la balance. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au tribunal et dans une procédure très longue? Tout ça pour… voilà, c'est une question de coût derrière, en fait. Mais normalement, en principe, c'est la première offre signée qui prévaut. Hein. Ouais. D'accord. Donc, même si c'est une offre d'intention d'achat. Exact. Et pas une offre fait, d'achat. Parce que ce n'est pas vraiment un pré-contrat, ça reste un contrat. Je veux dire, on s'est engagé par écrit. Donc, c'est ça qui prévaut. Mais bon, le problème, c'est derrière, c'est les coûts en termes de procédure, en fait. C'est ça, souvent, qui va décourager les gens. Et de laisser couler, quoi. Mais pour ça, il faut pouvoir prouver aussi l'antériorité. Il faut dater. Après, Ouais. le problème, c'est que si le professionnel il antidate aussi, comment on fait? Oui, à mon avis, ça doit se faire aussi. Ouais. Il y en a qui sont, pas très respectueuses. Les agences qui font ça, en fait, ce qui peut arriver, et c'était ce qui s'était passé à Mulhouse, les agences qui passent derrière, c'est parce qu'en fait, elles souhaitent récupérer le mandat. Elles peuvent signer un compromis, récupérer le mandat, vous dégager de la course, et puis demain, c'est elles qui auront le mandat et vous ne serez plus dans la course, même si elles n'ont pas réellement d'acheteurs. C'est ça. Ouais. C'est juste pour faire chier. C'est ça. Et donc là, là, à mon avis, on est dans l'illégalité. Donc, sujet litigieux, je vais poser la question à Pauline pour avoir quelque chose de très clair. Je veux bien, Dominique, juste être sûr qu'est-ce qui nous couvre et comment on agit si on a ce genre de situation. Ouais, je vais poser la question à Pauline aujourd'hui et je vous enverrai la réponse avec le diaporama. Merci beaucoup, Dominique. Parce qu'il y a des agences qui en jouent. Il y avait à une époque des agences qui faisaient signer des compromis de vente. Alors ça, c'est tout à fait illégal et tout à fait malhonnête. Des agences qui faisaient signer des compromis à des copains, histoire de garder la main sur le client vendeur. Et elles arrivaient vers votre client en disant, ben voilà, j'ai un compromis qui est signé. Le vendeur donc résiliait de fait le mandat avec vous ou avec les autres agences. Et puis au final, au bout de 6 mois, l'agence expliquait que son client à qui elle avait signé le compromis n'avait pas le financement. D'où l'obligation aujourd'hui d'une qualification financière sans laquelle l'acquéreur peut le vendeur peut se retourner contre vous. Alors, après l'offre d'intention d'achat, il y a le compteur de clics. Le compteur de clics, c'est si vous n'avez pas eu de visite. Il permet de montrer le travail fourni et donne la piste à suivre, c'est le pourcentage de clics sur l'annonce. Je vais vous montrer. Le compteur de clics dans vos dossiers vous permet de montrer, voilà, dans la fiche du bien, vous avez sur la colonne de droite, statistiques. Okay. Et dans statistiques, il vous dit le nombre d'affichages du bien dans une recherche. Le nombre d'affichages du bien, en fait, ça c'est le nombre de clics. Et c'est bien écrit, visiteurs ayant cliqué sur le bien après avoir fait une recherche. Donc c'est le nombre d'affichages du bien. Donc il y a eu temps de recherche pour le bien qui est apparu. Donc 26 687 fois, c'est une annonce qui est ancienne. Cette annonce est apparue 26 000 fois dans une recherche. Et il y a 57 personnes qui ont cliqué dessus, ce qui fait un pourcentage de 0,21% de taux de clic. Alors, le taux de clic ne veut rien dire en tant que tel.
Parce que dans les villes où il y a beaucoup de biens à vendre, le taux de clic est plus faible. Dans les villes où il y a peu de biens à vendre, le taux de clic est plus important. Si l'internaute fait une recherche dans un village où il y a 10 maisons à vendre, là, il est fort probable qu'il y ait un taux de clic plus important parce que tous les internautes qui vont regarder les maisons à vendre vont regarder toutes les maisons à vendre. Par contre, quand il y en a peu, évidemment, ça sera plus ciblé. Alors, ça, c'est une chose. Et vous pouvez l'imprimer. C'est donc vous pouvez télécharger le PDF des exports. Alors, évidemment, je n'ai pas d'annonce à jour parce que j'ai suspendu les annonces. Excuse-moi, Dominique, ça, ce sont les statistiques propres au site La Fourmi? Alors, oui. Parce que tu as des statistiques via Se Loger Pro aussi. Donc, c'est Tout à fait. juste ça. Se Loger Pro, tu as les statistiques sur Se Loger Pro et également sur Le Bon Coin. Oui, c'est ça. Mais là, ce que tu nous montres, c'est que propre à La Fourmi. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Donc, l'avantage avec Se Loger Pro et Le Bon Coin, c'est que vous montrez les statistiques propres de chaque site, en montrant le nombre de visites et de clics que vous avez eus. Le PDF des exports, en fait, vous permet de montrer à vos clients tous les sites sur lesquels vous avez publié vos annonces. Tous les sites sur lesquels vous avez publié vos annonces. Donc là, vous allez inclure Se Loger, Le Bon Coin, Logikimo, etc. Et vous allez avoir des statistiques. Tout est une question de présentation. Parce qu'au final, ce qui est important, ce n'est pas en tant que tel le nombre de gens qui ont vu l'annonce ou le nombre de gens qui ont cliqué dessus. C'est l'évolution. C'est d'une semaine à l'autre, parce que de toute façon, la façon de comptabiliser les clics n'est pas une science exacte. J'avais fait un test sur Le Bon Coin. En fait, suivant les plateformes, suivant que vous vous connectez avec un iPhone ou un Android ou un Mac ou un PC, ils ne comptabilisent pas forcément les clics de la même façon. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de clics en tant que tel, c'est de montrer une courbe qui montre que quand vous publiez, vous avez beaucoup de clics et au fur et à mesure, ça baisse. Et avec donc ce PDF des exports, vous montrez à vos clients tous les sites sur lesquels vous publiez, parce que ça fait partie des arguments quand même au départ de dire on publie sur X dizaines ou centaines de sites, et vous avez une évolution du taux de clic. Et si vous sortez le PDF des exports toutes les semaines, vous allez voir que le taux de clic va baisser. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui cliquent sur l'annonce au début, et quand elle est connue, il y en a de moins en moins. Et donc, la piste à suivre, monsieur, madame les clients, c'est voir l'évolution du taux de clic. Il arrive souvent que quand on fait une baisse de prix et qu'on republie une annonce, le taux de clic augmente à nouveau. Et donc, ça, on peut le voir sur Le Bon Coin, sur Se Loger et également sur le PDF des exports. Et donc, ça montre bien que le prix a une influence sur le nombre de clics et donc le nombre d'appels. Donc, cette fiche-là, vous pouvez l'imprimer, vous l'amener à votre client. Lors du rendez-vous, vous allez faire le point avec lui. Le nombre de biens à vendre dans le même secteur. Donc ça, c'est le 5e outil. Et ça, c'est super important. Le nombre de biens à vendre dans le même secteur. Vous allez montrer à votre client que sa maison, il n'est pas seul à vendre une maison dans le même secteur. Alors ça, c'est des choses qui vont vite à préparer. Avant de retourner voir votre client, notamment le premier rendez-vous après le mandat, vous préparez tous ces renseignements, ça va vous donner des arguments. Alors, je vais sur Le Bon Coin cette fois-ci et je vais chercher dans une ville. Alors, je vais prendre Mulhouse, par exemple, et au hasard. Alors, Mulhouse, il y a 2 codes postaux. Je vais dans les catégories vente immobilière. Voilà. Et je regarde, il y a 905 annonces de biens à vendre aujourd'hui. Sachant qu'il y en a beaucoup moins depuis le confinement. 905 annonces. Donc, c'est-à-dire que, messieurs et madame les clients vendeurs, votre maison, elle est magnifique, elle est super, d'accord, c'est la plus belle maison.
Cela dit, il y a 905 autres annonces de biens à vendre. Je ne dis pas il y a 905 autres maisons, hein, il y a 905 autres annonces de biens à vendre. Ça veut dire que quelqu'un qui cherche une maison à Mulhouse, dans votre ville, est confronté à un choix de 905 biens. Alors après, on va affiner. Là, vous faites une photo d'écran. Vous montrez cette photo d'écran à votre client. Donc ça, c'est valable dans tous les endroits. Si c'est un petit village et qu'il y a peu de biens à vendre, vous étendez à tout le code postal des villes, des villages autour. Et ça vous permet de montrer la concurrence que subit le bien que vous mettez en vente. Vous avez une maison à vendre, il y en a 905 autres. Okay, parce que dans la tête du client, il n'y en a qu'une, c'est la sienne. Dominique? Oui. Et là, la question, le fait de prendre sur le bon coin, c'est parce qu'on peut mettre en concurrence qui est les particuliers et les professionnels? Non, tu peux le faire avec Tactic Imo, mais si tu veux le bon coin a l'avantage suivant, c'est que c'est hyper rapide et puis tu peux te connecter aussi même chez le client. Hein, si tu as une tablette ou même sur ton smartphone, tu peux montrer au client. Le bon coin, c'est une question de facilité, puis tout le monde connaît. Et surtout, c'est là où il y a... Pardon, et pourquoi pas se loger alors? Parce que sur ce loger, il y a beaucoup moins d'annonces. En fait, l'avantage du bon coin, c'est qu'il y a énormément d'annonces. Si je vais sur seloger.com et je regarde, donc là j'ai regardé sur Mulhouse, le nombre de biens à vendre à Mulhouse, donc 905, c'est autant d'annonces. Il y a autant d'annonces. Alors évidemment, il peut y avoir plusieurs fois la même annonce qui est publiée par différentes agences. Si je regarde sur Mulhouse, pareil, Mulhouse, sans préciser le budget, sans rien préciser d'autre. Hein. Tu vois, il y a 462 annonces. C'est moins spectaculaire. Évidemment, sur ce loger, c'est mieux, c'est plus qualitatif. Parce que sur ce loger, il y a tous les particuliers et sur le bon coin, il y a tous les particuliers et il y a aussi toutes les agences. Oui, c'est ça. Toutes les agences ne publient pas sur ce loger. Sur ce loger, c'est moins spectaculaire en fait. Voilà. Tu vois, il y a 2 fois moins d'annonces pour la même ville. Mais c'est valable aussi, hein, quand il y a 462 annonces, c'est pas mal. Hein. Mais quand on est dans des villages ou dans des secteurs où il y a beaucoup moins de biens à vendre, au lieu d'en trouver 400, vous allez en trouver 2 ou 3 parfois. Donc à ce moment-là, il vaut mieux étendre au code postal du secteur et puis aller sur le bon coin pour avoir un maximum d'annonces. Très bien, merci. Donc là, Dominique, tu as pris l'ensemble. Donc, tu n'avais pas peaufiné. On est d'accord, tu n'as pas peaufiné la recherche. Là, tu as pris juste l'ensemble. Tout à fait. Là c'est juste l'ensemble. Déjà, ça permet de rendre votre client vendeur conscient du fait que il y a du monde sur le marché, il n'y a pas que lui. C'est important qu'il le sache. Ça peut suffire des fois à dire « Ah oui, d'accord ». Alors évidemment, là, quand il y en a 900, c'est spectaculaire, mais parfois, dans des petits villages, il y a des vendeurs qui sont persuadés d'avoir la seule maison à vendre et j'en ai souvent qui disent « De toute façon, c'est la seule. Si les gens la veulent, eh ben, ils payent le prix ». Et quand on leur montre « Ben non, ce n'est pas la seule, il y en a 15 ou 20 autres », ils déchantent. J'ai eu le cas récemment, un client qui dit « De toute façon, c'est la seule maison à vendre dans le village, donc je fais le prix que je veux ». Ben non, ce n'était pas la seule, il y en avait 30, quoi. Alors, maintenant on va affiner. S'il faut aller plus loin, mais ça on peut le faire en plusieurs rendez-vous aussi, mais on va aller plus loin. 6e outil, les annonces de biens équivalents. Donc là, on va comparer le bien que vous vendez au bien équivalent pour voir ce qu'on a de comparable sur le marché. Alors là, plus il y en a, mieux c'est évidemment. Alors évidemment, on va utiliser les choses qui nous arrangent. On ne va pas montrer des biens comparables moins chers. D'accord? Alors, on va faire 2 recherches et on va comparer les prix honoraires inclus parce qu'on va pouvoir comparer sur le bon coin les autres biens à vendre par les agences qui incluent également des honoraires. Donc, on va faire la recherche de biens dans la même fourchette de prix mais avec des prestations supérieures et un bien dans le même type de bien mais moins cher. Ça marche bien en général. Monsieur, madame les clients vendeurs, je me suis mis dans la peau de l'acheteur et j'ai fait une recherche sur le bon coin pour voir ce qu'on pouvait trouver à ce prix-là. OK ? Donc, on va regarder et donc on va sortir quelques fiches.
Donc, monsieur et madame, les clients, je retourne sur le bon coin. Alors là, il faut qu'on prenne un exemple, précis, sinon ça ne marche pas. On va prendre une maison de 250 000 € honoraires inclus, c'est ce que je disais, avec 4 chambres et un terrain de 500 mètres carrés. Donc ça, c'est les données de mon client. On va regarder et on va comparer. Donc, type de bien, on va regarder les maisons. Donc, les maisons, il n'y en a déjà plus que 186. Évidemment, en ville, il y a beaucoup d'appartements. En fourchette de prix, on est dans un prix entre 225 000 et 275 000 €. Et on valide. Il y a 23 résultats. On les affiche. Donc là, on recherche des biens au même prix pour voir ce qu'on a. Moi, j'ai dit, j'ai une maison de 250 mètres carrés qui fait 4 chambres et 500 mètres carrés. Et 500 mètres carrés de terrain, on va ajouter 120 mètres carrés de surface habitable. Ça, c'est les données. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les mêmes prix? On a une maison qui fait 135 mètres carrés avec 4 pièces. Okay, une maison 5 pièces, 100 mètres carrés, moins cher. Une maison 6 pièces, 150 mètres carrés. Donc, celle-là est mieux au même prix. Donc, elle est mieux. On compare ce qui est objectif. On compare une surface supérieure au même prix. Ensuite, dans la même catégorie de prix, là, on en a une qui est un peu plus chère, qui fait 162 mètres carrés, elle est plus grande. Là, on en a une qui fait 150 mètres carrés, qui est plus grande. Donc là, ça, c'est des maisons qui sont toutes un petit peu plus chères. Chalet 6 pièces, ça, c'est pas à Mulhouse. Une maison 120 mètres carrés habitable à 270 000, ça, est plus chère. On a une maison qui fait 308 mètres carrés à 275 000 €. Curieux, celle-là, à mon avis, elle n'est pas à Mulhouse. Elle est enregistrée dans Mulhouse, le quartier d'Ornac. OK. Donc ça, c'est un super exemple. Moi, j'ai une maison à vendre à 250 000 €, une maison de 120 mètres carrés. Et là, messieurs et mesdames les clients, à 25 000 € près, j'ai une maison qui fait 308 mètres carrés à 275 000 €. Elle est chouette, la maison, elle a été rénovée. Donc, on a un élément de comparaison. Alors, on va trouver quelque chose. On va regarder les autres. Est-ce que j'ai d'autres? Chalet 8 pièces, 224 mètres carrés, c'est pas à Mulhouse. On a des immeubles à ce prix-là. Maison de ville vendue, immeuble, maison entièrement rénovée, encore une. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette maison entièrement rénovée? Elle fait 162 mètres carrés. C'est une maison rénovée, 162 mètres carrés, dans la même catégorie de prix. Donc, ça nous donne un élément de comparaison, mais qui n'est pas forcément perçu de façon objective de la part des vendeurs, parce qu'ils vont toujours penser que leur maison est mieux. Alors maintenant, on va enfoncer le clou. On va regarder les annonces équivalentes. Le même type de bien. Donc, on va regarder des maisons. On va chercher des maisons de 250 000 €, 4 chambres, 120 mètres carrés surface habitable, 500 mètres carrés de terrain, mais moins cher. Donc là, on va faire. Je regarderai ça après. On va faire une autre recherche. On va changer on va enlever le maximum de 275 000 €. On va le baisser à 225 000 €, par exemple. Donc, des maisons de 225 000 € maximum, sachant que dans mon exemple, la mienne est à 250 000. Et on va chercher des surfaces équivalentes, donc 120, 130 mètres carrés. Allez, entre 80 et 130 mètres carrés. En termes de nombre de pièces, on va faire entre 3 et 6 pièces. Donc là, ce qu'on cherche, c'est le même type de bien, mais moins cher. Donc, on va trouver des biens, les mêmes que votre client vende, mais qui sont moins chers.
Donc là, la première, on a une maison 4 pièces, 135 mètres carrés à 245 000 euros. On a une maison 5 pièces, 100 mètres carrés à 232 000. Ah, la recherche n'est pas à jour. 225 000 euros et moins. Ah, voilà. Voilà, je n'avais pas fait valider. Donc là, on en a un paquet. On a une maison 6 pièces, 120 mètres carrés à 187 000 euros. Une maison 4 pièces, 85 mètres carrés, bon, ce n'est pas tout à fait la même surface. « 6 pièces, 108 mètres carrés, 6 pièces, 111 mètres carrés. Là, c'est une maison neuve. Pour moins cher que votre maison, messieurs, madame les clients, on peut avoir une maison neuve. Maison 130 mètres carrés à 152 000 euros. 130 mètres carrés à 152 000 euros. Et nous, on est à 250 000 euros. Donc, ce qu'on fait, c'est que forcément, les maisons ne sont pas les mêmes. Attention, ce ne sont pas les mêmes. Mais par contre, monsieur, madame les clients vendeurs, l'acheteur, en fonction du budget qu'il a déterminé, va pouvoir comparer des biens sur les sites d'annonce. Il va comparer. 130 mètres carrés, 150 000, ça c'est pas cher. Ensuite, 4 pièces, 80 mètres carrés. Donc, les maisons qu'on trouve, les maisons identiques qui sont moins chères, eh ben, on va imprimer les fiches. Là, on a une maison 5 pièces, 110 mètres carrés. Alors, elle fait 10 mètres carrés de moins, mais elle fait 100 000 euros de moins. Donc, on imprime la fiche. Et ça va nous permettre de montrer à notre client, dans un même secteur, les biens qui sont en concurrence et qui sont beaucoup moins chers pour des prestations identiques. Là, votre client, il peut ne pas l'accepter, mais en l'occurrence, il est confronté à la réalité, c'est comme ça. Sa maison est trop chère par rapport au prix du marché, sensiblement. OK ? Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. On va regarder le prix du mètre carré pour comparer s'il nous rend service. Alors, j'ai mis le prix du mètre carré. On peut le trouver sur différents sites, par exemple la Cotimo, immobilier.statistique.notaire.fr, dreamkey.fr, meilleursagents.com et les applis sur téléphone. On ne va pas tous les voir. Je vous enverrai donc la fiche, vous pourrez regarder par vous-même parce que ça va nous prendre du temps. On va regarder sur immobilier.statistique.notaire, voir ce que ça nous dit. Immobilier.statistique.notaire. Si je regarde, des fois ça ne marche pas. Hein. Alors quand ça ne marche pas, site momentanément indisponible. Bon, les notaires sont pas là. Alors, on va regarder sur meilleursagents.com. Alors, sur meilleursagents.com, on va chercher tout simplement prix du mètre carré, Mulhouse, meilleurs agents. Il va nous sortir un prix du mètre carré. Ce prix-là, on va le donner à notre client s'il nous arrange. Des fois, il ne va pas nous arranger. Des fois, il va nous dire que la maison ne vaut pas 250 000 euros, mais elle vaut 300 000 euros. Ça ne nous arrange pas vu qu'on n'a pas d'appel. Alors, on a notre maison qui fait 120 mètres carrés. Si on regarde le prix moyen des maisons à Mulhouse, toutes catégories confondues, c'est 1 611 euros le mètre carré. Elles ne sont pas chères. Hein. Si on fait 120 mètres carrés fois 1 611 euros, on arrive à 193 320 euros. Donc là, le prix moyen du mètre carré nous rend service. On fait une photo d'écran ou alors on imprime ça pour le montrer à notre client. Monsieur et madame les clients vendeurs, regardez, j'ai fait une recherche. Le prix moyen du mètre carré pour une maison dans mon secteur à Mulhouse, dans votre secteur, là où vous vendez, c'est 1 611 euros du mètre carré. Ça veut dire que votre maison, si on applique le prix moyen, elle vaudrait 193 000 euros. Ça, ils n'aiment pas en général. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'accepter de but en blanc, mais le but est de leur mettre en tête qu'ils vont devoir ajouter le prix à un moment. Juste une petite question, Dominique. Oui. Moi, je me sers d'impôt.gouv, parce que j'ai vu que tu l'avais cité aussi. Sur le site impôt.gouv, il y a bien évidemment les honoraires des agences. Tout est compris, on est d'accord? Alors, ça dépend. Non, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça dépend si les honoraires sont à charge de l'acquéreur ou du vendeur. Non, du vendeur. Quand les honoraires sont à charge du vendeur,
Le Mais sur, prix est… oui, oui. Mais en fait, sur le site impôt.gouv.fr, en fait, le prix est indiqué tel en fonction Tel qu'il de la était passé date chez le du. notaire. C'est ça. Tout Tel à qu'il est fait, passé. puisqu'après, ça part au cadastre. C'est pour le C'est ça. cadastre, c'est pour les impôts fonciers. Mais on ne Donc, sait pas si c'est charge vendeur ou acquéreur. Ouais. ah oui, d'accord. OK. Oui, parce que Donc, moi, je ne me prends pas la tête, je fais prix de vente. Toi, Ouais, tu ouais, fais c'est ça. prix… D'accord. OK. Ah oui, prix vendu. Point barre. Parce Ben, que moi, je fais prix vendu, mais parce que je pensais que c'était tout, oui, effectivement, charge vendeur. D'accord. Mais il y a aussi charge acquéreur dans lequel je n'ai pas pensé. D'accord. souvent les prix de des biens qu'on vend sont tellement déconnectés au départ du prix du bien, du prix du marché, que de toute façon, avec honoraire ou sans honoraire, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, on montre bien que les biens qui ont été vendus ont été vendus bien moins cher que leur prix même net vendeur. Alors, il y a des applis qui sont super. Donc, on ne va pas faire tous les sites. Je vous invite à le faire. Lacotimo, immobilier.statistique.notaire, dreamkey.fr, meilleurs agents. Ils disent tous à peu près la même chose. Il peut y avoir des différences de 100, 150 euros le mètre carré. Ce qui, à l'arrivée, fois 100 mètres carrés, ça fait 15 000 euros. Des fois 20 000 ou 30 000 euros. Mais au final, il faut se servir de ça si ça nous est utile. Si le prix du mètre carré multiplié par le nombre de mètres carrés montre que la maison qu'on vend 250 000 euros, en fait, elle vaut 300 000, 350 000, on n'en parle pas. Maintenant, il y a des applications qui sont super intéressantes, donc des applications smartphone. Il y a notamment Imoprix. Imoprix, c'est ce que j'ai mis en rouge là, c'est gratuit. Et ça fonctionne bien. Vous allez sur Imoprix, et ça, vous pouvez même le faire, faites-le avant le rendez-vous, et après, vous le faites en live chez votre client pour lui montrer. Vous rentrez une adresse, l'adresse où vous vous trouvez, non l'adresse de la maison que vous voulez vendre, et il vous donne les prix de tous les biens qui ont été vendus dans un périmètre, dans un même périmètre au fil des années. De mémoire, je crois que ça remonte jusqu'à presque 4 ou 5 ans. Ouais. Alors, encore une fois, je précise, impôt.gouv.fr ou Imoprix, il y a quel prix IMO, mais quel prix IMO, il est bien, mais il demande un abonnement payant. Imoprix est gratuit. Imoprix, impôt.gouv.fr, en fait, ça ne marche pas en Alsace-Moselle. Je le dis ça pour les collègues. Parce qu'en fait, les bases de données, en fait, ça marche sur toute la France, sauf chez nous, parce qu'en fait, il y a une différence au niveau du livre foncier. Donc, et qu'est-ce que tu penses, Dominique, sur Tactic.imo maintenant de ça justement, parce que c'est une nouveauté qu'on a eue sur Tactic.imo où ils nous mettent effectivement les prix comme pour impôt.gouv, comme pour Imoprix, ce que disait Cédric, sur quelques années, sur plusieurs années en arrière. Ce que j'en pense, c'est toujours pareil. En fait, ce qui nous sert, on l'utilise parce qu'il faut transformer toutes les informations en avantage client. En argument client, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les données qu'on trouve pour dire à notre client que sa maison n'est pas vendue assez cher. Si elle n'était pas vendue assez cher, on aurait déjà 3 acquéreurs. Donc, on va utiliser toutes les données qui nous permettent de montrer que son bien est trop cher par rapport au prix du marché. Donc, on fait des copies d'écran, on lui montre. Alors ça, au premier rendez-vous, vous allez passer du temps avec lui pour décortiquer toutes ces informations-là. La deuxième fois, vous aurez les mêmes informations, sauf s'il y a du nouveau, mais le prix du marché n'aura pas changé. Peut-être qu'il y aura des nouvelles maisons à vendre dans le même quartier. Ça aura pu changer. J'ai mis Tactic.imo. Tactic.imo nous permet d'avoir l'historique des biens vendus par les particuliers et évidemment des éléments d'information de prix. On ne les utilise que s'ils nous rendent service. Attention. J'ai parfois des agents qui me disent « Ouais, mais moi, je suis allé sur Meilleurs Agents. La maison, mais elle est largement pas assez chère parce que sur Meilleurs Agents, ça donne la maison à 350 000 euros. » Mais non, si elle est en vente depuis 1 an et qu'elle n'est pas vendue, c'est qu'elle n'est pas au bon prix. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tactic.imo nous donne donc également des éléments, y compris des éléments d'historique. On a également l'historique sur Castorus. Alors avec castorus.com, vous avez la possibilité de trouver l'historique d'une annonce. Alors castorus.com, vous allez sur recherche et vous avez trouvé un bien acheté, prix immobilier d'une commune, historique d'une annonce. Alors ça fonctionne avec Logic.imo et seloger.com. On va chercher une annonce par exemple sur Logic.imo. Allons-y.
vous copiez l'adresse de l'annonce qui se trouve dans la barre d'adresse là-haut. Vous faites copier et vous la collez dans historique d'une annonce. Vous collez l'adresse internet. OK. Et vous avez l'historique de l'annonce. Là, en l'occurrence, l'annonce est publiée depuis 1 an et n'a pas connu de baisse de prix. On va essayer avec une autre annonce. Vous copiez l'adresse de la barre d'adresse, vous la collez dans historique d'une annonce, coller, OK. Et là, on voit une baisse de prix. C'est une annonce qui est connue ici depuis 88 jours et elle est passée de 244 000 € le 29 janvier à 242 000 €, donc c'est une baisse de prix minime, mais on a l'historique de l'annonce. Et vous pouvez vous amuser avec les annonces de vos clients pour regarder s'il y a un historique. Bienici.com. Alors bienici.com, c'est pareil, vous le connaissez certainement. Il va vous permettre, Bienici, c'est un autre mode de recherche, c'est qui vous permet de géolocaliser les biens sur une carte. Ça permet d'avoir des éléments de comparaison. C'est en plus des autres, hein. C'est-à-dire que si on recherche, je vais faire maison à vendre, Mulhouse, bien ici, on va arriver directement, voilà. Il va vous montrer sur une carte les différents biens à vendre, le quartier et le prix. Ça peut vous donner également une idée pour comparer par rapport à un secteur et par rapport à un prix. Alors d'habitude, il y en a des centaines. Là, ça doit être le confinement qui fait que les agences communiquent beaucoup moins. Parce que là, il n'y a que 68 maisons à vendre, alors qu'on a vu au total, il y en a plusieurs centaines. Donc là, ce n'est pas la bonne période pour comparer, parce qu'évidemment, il manque beaucoup d'informations. Autrement, sur Bienici, en fait, vous allez voir, vous zoomez sur un quartier, vous avez tous les biens à vendre et vous passez la souris dessus. Vous allez voir directement la prévisualisation de la maison, le prix et un résumé. Ça vous fait gagner du temps pour comparer. Voilà. Mais c'est uniquement les biens en vente, c'est ça? Oui, tout Pas à fait. vendu. Tout à fait. C'est uniquement les biens en vente. Alors évidemment, ceux qui laissent le bien en mettant vendu, c'est écrit vendu dessus. Mais il n'y a aucune raison de passer une annonce et payer une annonce pour dire voilà les biens que j'ai vendus. Ben, sauf si les agences passent les annonces de biens déjà vendus. C'est vraiment intéressant quand on fait une recherche. Alors ça, c'est valable dans les grandes villes. Dans les petites villes ou dans les villages, il n'y a pas forcément. Mais bon, on a suffisamment d'informations avec les autres sites. Alors, je vais vous montrer une vidéo, mais on va faire la coupure manuellement et reprendre après. Je vais vous montrer une vidéo, parce que là, ça coupe dans 4 minutes. Une vidéo que vous connaissez déjà, que j'ai vue sur une des formations là, au fil des derniers jours. C'est pourquoi ma maison ne se vend pas. C'est l'agent immobilier qui fait une démonstration avec un jeu de Monopoly pour montrer que quand on est dans un marché d'acheteurs, si on veut vendre sa maison, il faut être dans le meilleur rapport qualité-prix. Il faut que notre maison soit moins chère pour les mêmes prestations que les autres. Pourquoi est-ce que ma maison ne se vend pas? Certains parmi vous sont peut-être sur le marché depuis des semaines, voire des mois, et votre maison ne se vend pas. Pourtant, vous regardez dans le quartier puis vous vous rendez compte qu'il y a certains de vos voisins qui sont à vendre, qui, eux, arrivent à vendre. Alors, comment ça se fait que vous ne vendez pas? Alors, pour bien comprendre cela, l'importance du prix, et pour expliquer pourquoi vous ne vendez pas présentement, il faut comprendre le fonctionnement du marché immobilier, particulièrement un marché d'acheteurs, comme on voit à bien des endroits au Québec. Alors, pour vous aider à comprendre cela, j'ai préparé une petite démonstration avec des jetons du jeu de Monopoly. On a des jetons de joueurs ici. Alors ça, on va prendre ça pour représenter nos acheteurs sur le marché. Dans le milieu ici, on a des petites maisons qu'on va utiliser pour représenter les maisons à vendre sur le marché présentement. Et on va utiliser un cas réel, c'est-à-dire les statistiques du marché de Sainte-Dorothée à Laval à la fin 2014. Et puis,
de cette façon-là, on va voir vraiment comment est-ce que le marché évolue et l'importance des prix. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vente présentement, à Laval, en fait à Sainte-Dorothée particulièrement, on a 289 maisons à vendre sur le marché. Alors, si vous êtes sur le marché à Sainte-Dorothée présentement, vous avez 288 compétiteurs qu'on représente par 29 maisons. Je n'avais pas 289 maisons de Monopoly, alors on divise par 10. 29 maisons de Monopoly. À chaque mois, en moyenne, dernièrement, à Sainte-Dorothée, 26 personnes, 26 acheteurs décident d'acheter une maison à Sainte-Dorothée. On va représenter ces acheteurs-là par 3 petits jetons, on va arrondir, là, du jeu de Monopoly. Alors, 26 acheteurs à Sainte-Dorothée achètent 26 maisons, naturellement, à chaque mois à Sainte-Dorothée, parmi les 289 qui sont à vendre. Alors, admettons qu'on est au 1er janvier. Nos acheteurs ici doivent décider, parmi toutes ces maisons-là, lesquelles est-ce qu'ils vont acheter. Il y a toutes sortes de critères, naturellement, qui rentrent en ligne de compte quand on prend une décision d'acheter quoi que ce soit. Hein, ça peut être un automobile, une paire de souliers ou une maison. Il y a toutes sortes de critères qui rentrent en ligne de compte, mais généralement, le plus important pour les consommateurs d'aujourd'hui, c'est d'en avoir pour leur argent. C'est d'acheter quelque chose qui leur donne un bon rapport qualité-prix, n'est-ce pas? Alors, la même chose est vraie pour les maisons. Ce qui se fait dans l'esprit des consommateurs, des acheteurs, c'est une genre d'ordre ou de hiérarchie rapport qualité-prix avec tout ce qui est disponible sur le marché présentement. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui vont être plus intéressantes que d'autres pour eux, basées en grande partie sur le rapport qualité-prix. Alors, on se retrouve avec des maisons qui sont beaucoup plus intéressantes, qui en donnent plus pour l'argent, et des maisons qui le sont moins bon rapport qualité-prix. Alors, par exemple, si on fait un petit peu exagéré là, pour bien comprendre le processus, admettons ça ici en bas de la liste, ça serait quelqu'un qui a une maison construite en 1940, qui n'a jamais été rénovée, qui a une chambre à coucher et qui demande 1,5 million de dollars. OK? Complètement déraisonnable. Et ici en haut, dans ce qui est le plus intéressant pour les acheteurs, ce serait peut-être une maison construite récemment, une belle grande maison avec un grand terrain, un garage très bien entretenu, de la place pour toute la famille et dans un bel endroit, un beau quartier, là, une belle rue. Alors ça représenterait à un prix raisonnable, facteur important, un prix très raisonnable, donc le meilleur rapport qualité-prix sur le marché présentement. Alors on se retrouve avec un ordre comme ça, du plus intéressant au moins intéressant rapport qualité-prix. Alors naturellement, en toute logique, le premier acheteur à tirer sur la gâchette, si on veut, au mois de janvier, va acheter la maison la plus intéressante, celle qui en donne le plus pour son argent. Il part avec. Deuxième acheteur va prendre la deuxième et le troisième, la troisième, naturellement. C'est logique. Et là, je pourrais dire ainsi de suite, sauf que ça l'arrête là. C'est ça qu'il faut comprendre dans un marché d'acheteurs. On a beaucoup de maisons à vendre et peu en relation de gens qui décident d'en acheter. Là, il faut comprendre, ça ne veut pas dire que le marché est mort. On a quand même à chaque mois 26 personnes qui décident d'acheter à Sainte-Dorothée. Donc, c'est tout à fait possible de vendre sa maison. Mais il faut faire des choix marketing intelligents. Alors, qu'est-ce qui arrive le mois suivant? Hein? On est passé le mois janvier. On a un petit peu moins de maisons en vente. Nos acheteurs qui étaient là, ils ont fait leur choix. Bien, il y a 26 nouveaux acheteurs qui se présentent. C'est les statistiques présentement, c'est une moyenne. Environ 26 personnes achètent à chaque mois à Sainte-Dorothée, pardon. Alors, on a des nouveaux acheteurs qui doivent choisir parmi ces maisons-là. Mais si seulement ça fonctionnait comme ça. Malheureusement, l'inventaire de maisons ne baisse pas présentement parce qu'à chaque mois, même s'il y en a 26 qui se vendent, il y en a 53 qui se rajoutent sur le marché. C'est-à-dire ça qu'il y a 53 propriétaires de maisons à chaque mois à Sainte-Dorothée qui décident de mettre en vente leur propriété. On va les représenter par 5 petits jetons. Mais là, ce qu'il faut se demander, c'est ces gens-là qui se rajoutent au marché qui est déjà existant, là, où est-ce qu'ils se positionnent, eux, hein, pour ce qui est du rapport qualité-prix? Bien, la majorité, on va les représenter par 3, sont bien conseillés par leur courtier immobilier, vont faire un choix intelligent et vont se positionner de façon à vendre leur maison dans un délai raisonnable, donc en offrant un des meilleurs rapports qualité-prix
sur le marché. Il y en a peut-être un dans le lot qui lui se dit, moi, mais moi, je suis vraiment pas pressé de vendre. Je veux être sûr d'avoir un maximum pour ma maison. Je vais me positionner ici. Je vais demander plus cher en espérant pouvoir rattraper quelqu'un qui soit prêt à payer plus cher pour ma maison. Puis il se dit, peut-être, je ne suis pas déraisonnable comme le gars qui demande 1,5 million pour sa vieille maison, là, quand même. Je ne suis pas si pire que ça. Je suis ici, là. Je suis dans le milieu du lot. Et là, on a peut-être un individu qui se rajoute sur le marché qui est complètement déconnecté du marché actuel, de la valeur de sa maison, qui n'écoute pas les conseils de son courtier immobilier, puis il va se positionner ici de façon tout à fait pas intéressante pour les acheteurs. Alors, deuxième mois de février, quelles maisons vont se vendre? Naturellement, les maisons les plus intéressantes, point de vue rapport qualité-prix. Et celles-là partent. Et c'est comme ça de mois en mois sur le marché. Et vous allez constater, là, avec les chiffres qu'on a utilisés, qu'à chaque mois à Sainte-Dorothée, il y a plus de maisons sur le marché. L'inventaire augmente. Donc, le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs est continuellement en train d'augmenter en faveur des acheteurs. Pour vous, de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si vous voulez vous mettre sur le marché, il faut être intelligent et agressif, point de vue du prix. Il faut se mettre immédiatement ici, en avant, un des plus intéressants sur le marché si vous voulez vendre. Pourquoi? Parce que si vous êtes un petit peu trop ambitieux, vous vous positionnez ici, vous demandez un peu plus cher que ce que, dans le fond, là, vous êtes conseillé par un bon courtier immobilier, bien, vous risquez de passer des mois et des mois et des mois sur le marché, tandis que le marché baisse. Dans un marché d'acheteurs comme celui-ci à Sainte-Dorothée, les prix baissent. Alors, peu importe où vous êtes situé, peut-être que vous êtes déjà sur le marché. Et là, vous vous rendez compte avec ce petit vidéo de M. Vaillancourt que « Ouh, je ne suis pas bien positionné, c'est pour ça que ma maison ne se vend pas. » Il faudrait faire quelque chose, une baisse de prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut pas passer d'ici à là ou de là à là. On veut passer, peu importe où ce qu'on est, d'ici à là. On veut offrir et on doit offrir une valeur claire pour les acheteurs. Il faut que ça soit clair que c'est nous qui avons le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Sans ça, on ne vendra pas dans un marché comme celui qu'on retrouve à Sainte-Dorothée. Voilà, je trouve cette vidéo très pédagogique. Je l'avais vue, mais je ne m'en rappelais plus, effectivement. Elle est très bien. Ouais, elle est vraiment sympa et ça permet même pour nous de bien maîtriser le mécanisme, surtout sur un marché baissier. Alors, il se peut qu'après le confinement, on se retrouve dans un marché baissier. On ne sait pas. On ne sait pas encore, mais il faut se dépêcher de vendre avant les autres, hein, c'est clair. Sinon, c'est les autres qui vendent. Alors, là, on a fini avec les outils. C'est pas mal parce que malgré les interruptions, il est presque midi et on va voir encore les conditions idéales. C'est pas là. On rencontre toujours les clients vendeurs. Argumenter par téléphone ou par mail ne sert à rien parce qu'on n'a pas de possibilité de signer un nouveau mandat, sauf un mandat électronique, mais vous ne pouvez pas faire comme si un mandat électronique, ça nécessite l'accord du client en disant « je vous envoie le mandat », par mail, vous ouvrez, vous cliquez. D'autant plus que quand on rencontre les clients, on a la confiance, hein, le contact physique fait la différence avec les autres agences, il permet de faire passer la confiance, la chaleur humaine. Le fait qu'on se cache pas hein, derrière un téléphone ou derrière un email. Les autres agences, souvent, ne se déplacent pas parce qu'elles ont trop de mandats. Quand on a trop de mandats, on n'a pas la possibilité de prendre du temps pour chaque client. Quand on va voir un client, pour ce type de rendez-vous, c'est 1 heure minimum, surtout si on signe un nouveau mandat derrière. On rend compte de notre travail, de l'intérêt qu'on porte à la situation de notre client. On prend du temps pour lui. Et les clients le disent. Ils disent, bah, vous au moins, vous prenez du temps, ce n'est pas le cas des autres, c'est bien, bah, on a envie de bosser avec vous et pas avec les autres. La baisse de prix, surtout au départ, quand on est en mandat simple, la baisse de prix nous permet de signer un mandat harmonie ou exclusif. Ça veut dire que le courrier de résiliation, ce n'est pas nous qui résilions les mandats des autres agences, c'est le client. Mais nous, on a un courrier type qu'il a juste à signer. Donc, si on n'est pas sur place pour l'aider à résilier les mandats des autres agences, eh ben, on continuera à rester en mandat simple. Et on fixe toujours le prochain rendez-vous avant de partir. Donc, on a fait une baisse de prix. Voilà. Maintenant, écoutez, les 10 temps de la négociation, on est dans la phase décompression. On fait la décompression.
Et on se revoit dans 15 jours. Monsieur et Madame le client, on sort les agendas, on note le rendez-vous pour dans 15 jours. On le fait naturellement. On ne leur demande pas l'autorisation de les revoir pour éventuellement baisser le prix. On se revoit dans 15 jours pour faire le point. C'est de toute façon ce qu'on est censé faire. Et le fait de fixer le prochain rendez-vous, ils vous attendent. On peut vous dire, oui, la prochaine fois, on ne baisse pas le prix. Hein. Non, mais la prochaine fois, on se rencontre, on fait le point. Le point avec toutes les visites que vous avez eues, les comptes rendus de visite, ça incitera encore une fois les clients à baisser le prix, même s'ils ne veulent pas. S'ils veulent le vendre, le prix, ce n'est pas vous qui le fixez, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Le prix, c'est le marché. Donc, tant qu'on n'est pas au prix du marché, on ne vend pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et enfin, quand faut-il baisser le prix ? Est-ce que c'est au bout de tant de jours, tant de semaines ou tant de mois ? En fait, il n'y a pas de moment idéal pour baisser le prix en termes de nombre de jours. Le quand est déterminé par nos actions. Si j'ai eu 10 visites en une semaine, il est temps de faire une baisse de prix au bout de 10 visites parce que je vais continuer à en avoir 10 la semaine prochaine et tout le monde va continuer à me dire que le bien est surévalué de 50 000 euros. Donc, j'ai 10 visites, on ajuste le prix. D'ailleurs, les comptes rendus de visite nous disent tous que la maison qu'on propose à 250 000 euros, en fait, la moyenne des estimations, c'est 200 000, 210 000 euros. Les offres d'intention d'achat. J'ai 2 offres d'intention d'achat. D'accord, vous ne les acceptez pas, mais il faut qu'on s'ajuste au prix du marché. Comme ça, on va pouvoir publier un prix plus proche du prix du marché et avoir des appels de gens qui vont venir l'acheter. Parce que quand on baisse le prix, ce ne sont pas les premiers visiteurs qui vont l'acheter. Ça va être des visiteurs qui ne l'avaient pas encore vu. Parce que les visiteurs qui l'ont vu peuvent faire une offre. Ils n'ont pas fait d'offre. Ou alors, il y a une telle différence entre le prix de départ et le prix auquel ils souhaiteraient l'acheter qu'ils ne viennent pas l'acheter. Donc, quand on baisse le prix, ça nous permet de toucher une nouvelle catégorie de personnes. Surtout quand on change de fourchette sur le bon coin. Quand on change de fourchette, la maison qu'on vendait qu'on affichait à 250 000, on l'affiche à 224 000, donc on passe sous la fourchette des 225 000 euros. Et bien du coup, on a des acheteurs qui n'avaient pas encore vu avant. Et donc, on relance le processus de vente. Voilà. Donc, j'ai terminé avec la formation. Donc, si vous avez des questions, j'ai une liste d'objections, mais les objections, c'est celles que vous avez habituellement. Hein. Si vous avez des questions, je suis tout ouïe. Si Cyril avait posé une question par rapport à se loger, c'est passé tout à l'heure. J'ai pas fait attention, mais en fait, tu n'utilises pas du tout Se Loger Plus pour les baisses de prix ou pour montrer les choses aux gens, entre autres quand il n'y a pas de visite. Parce que moi, je pars du principe, enfin, c'est même pas je pars du principe, c'est que en fait, quand je rentre le mandat, donc je leur dis moi qu'on va faire un point de mandat tous les X temps. Et quoi qu'il en soit, en fait, on a toujours des dizaines de visites. En fait, c'est surtout de les analyser. En fait, je fais l'analyse des visites virtuelles et des visites réelles, en fait. Oui. En fait, quand tu as des visites réelles, tout va bien. La difficulté, c'est au départ quand tu n'as pas de visites réelles. Donc, tu n'as que les statistiques des sites. Donc, Se Loger comme Le Bon Coin permet de suivre les connexions et les clics. Donc oui, je l'utilise. C'est vrai que je n'ai pas mis mon diaporama à jour, mais j'en avais parlé au niveau du compteur de clics. Compteur de clics, il y a évidemment Se Loger Pro et puis le Bon Coin. Ça, c'est nouveau. Le Bon Coin, c'est nouveau, ça fait pas longtemps. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'apprécie sur Se Loger, c'est que quand tu sors les analyses, en fait, alors moi, je le fais tout le temps, que ce soit pour une baisse de prix ou même pour une négociation, hein, très sincèrement, suivant ce que me dit la statistique. C'est que pourquoi je les emmène, c'est qu'à la fin de la page, ils te montrent ce qu'on a en concurrence et c'est surtout qu'on a un indicateur qui nous dit quand on est plus cher ou moins cher. Et là, pour le coup, ce n'est pas l'agent immobilier qui le dit, c'est Se Loger. On l'a fait sur Tristan, sur un sketch, par exemple. Et en fait, la chose identifique, on est 20% au-dessus du prix du marché. Alors, tu sais, quand ce n'est pas toi qui le dis, que le client le lit, au moins, tu t'es dégagé une responsabilité via Se Loger, en fait. C'est pour ça que moi, je l'utilise beaucoup. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, tu as entièrement raison.
Et en fait, tout ce que j'ai donné, c'est à chaque fois des éléments objectifs. Alors évidemment, c'est verbalisé par toi, mais tous les éléments de comparaison de prix, c'est des éléments que l'agent va chercher et il va évidemment identifier et verbaliser, et dire au client, voilà ce que j'ai trouvé sur Internet, sur telle source d'information. Ce Loger Pro en fait partie, évidemment. C'est toi qui vas le dire, mais c'est ce Loger Pro qui le dit. Et donc, il est bien fait pour ça, effectivement. Ouais. Ouais, je suis très sur le factuel. Et j'ai vu que tu utilisais Castorus aussi. Et c'est vrai que moi, dans ma méthodologie, comment je les forme, c'est que je leur demande d'installer en fait Castorus. Il y a un plugin que Ouais. tu peux installer. Ça fait que c'est top parce que même quand tu veux comparer en temps réel, alors moi, je vais tout le temps avec mon PC. En fait, si tu vas même sur les annonces, quand il te dit oui, mais regardez, celle-ci, elle est beaucoup plus chère, en fait, directement, j'ai le graphique sous l'annonce, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, comme tu l'as là, toi, j'ai vu, ouais, je vois que tu l'as installé. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est des trucs qui sont vraiment top en fait pour le point mandat. Oui, c'est ce que j'ai pas précisé parce que c'est vrai que Tactic Imo est super. Ça fait pas longtemps qu'on l'a. Avant j'utilisais Castorus. Castorus, effectivement, c'est un plugin qu'on peut installer qui fait donc tous les calculs et les comparaisons automatiquement. Mm. Euh, c'est vrai que Tactic Imo permet pas mal de choses aussi et Castorus, à moins d'avoir le plugin installé, c'est fastidieux. Ouais, complètement. Ouais. Je prends ici, Castorus, il est en bas. En fait, c'est en bas qu'il indique. On t'est descendu trop. Ouais, mais en fait, le plugin, il y avait une version avec laquelle j'arrivais. Voilà, ici. Là, il est là. Ouais, si, c'est bon. En fait, on le voit, on voit sur ton écran sur la droite le castor. Donc, Ouais, oui, c'est ça. Mais au début, ça marchait également sur le Bon Coin. Et ça marche plus sur le Bon Coin, c'est uniquement sur ce loger. C'est là, c'est ouais, super. et vraiment, ouais. Moi, c'est pour ça que alors je dis pas tout le temps, mais quand ils me donnent des éléments de comparaison, oui, mais on a notre voisin qui est à la vente sur ce loger, il a tant. Quand j'ai bien identifié justement le quartier et tout ça, parce que je les regarde avant de partir en rendez-vous, moi je leur sors et je leur montre directement, oui, mais ça fait tant de temps qu'il est à la vente, il a commencé à tel prix, blablabla. Donc c'est Exact. vrai que pour le marché irréel, il est vraiment bien en fait. Et ce qui est bien, c'est en fait ce qu'on peut montrer à nos clients en direct chez eux, quoi. Hein. Mm-mm. Ce qui est surprenant parfois sur Castorus, c'est qu'on voit qu'il y a des prix qui augmentent. Et il y a des vendeurs qui, ce sont les particuliers, qui passent par une phase d'augmentation de prix avant qu'ils dégringolent, quoi. Mm-mm. Ah oui, alors là, c'est même pas. Ah oui, là, je suis en Île-de-France. Ok. Ok, très bien, merci. Demain, je vais prendre un abonnement hein, pour Zoom parce que là, c'est agaçant. Ça marchait jusque-là. Je vais prendre un abonnement pour les visios de la semaine, donc on n'aura pas ces inconvénients. D'autant plus que, en fait, comme il y a l'enregistrement automatique, là, à chaque fois qu'on coupe, il lance un enregistrement qui écrase le précédent, donc c'est un peu embêtant. Donc demain, on n'aura pas ce problème-là. Okay. Ok. En tout cas, moi, je te dis merci. En tout cas, comme mon micro est ouvert, en tout cas, je te remercie pour la formation. Merci de votre participation. Alors, c'était condensé hein, par rapport à d'autres formations auxquelles j'ai eu le plaisir de participer aussi. Là, c'était condensé, mais il y avait beaucoup d'informations. Et je pense que autant que les outils, ce qui est nécessaire, c'est de bien maîtriser le contexte et l'argumentaire, la dynamique qu'il y a dans la tête des clients, parce qu'ils sont toujours persuadés qu'ils sont les seuls à vendre et que leur maison, c'est le château de Versailles. Et donc, c'est de la psychologie. Le reste, c'est uniquement des outils. Et puis, on s'appuie sur des éléments factuels, comme tu le disais. OK. Et ben, si vous n'avez plus de questions, si vous avez des questions, il est encore temps. Si vous n'avez plus de questions, je vous dis à demain. Donc, même adresse, même identité, même identifiant de réunion. Je vais poser à Pauline les questions concernant les questions qui ont été posées concernant l'offre signée, s'il y a une autre agence qui vient avec un prix supérieur. Et je vous enverrai le replay et le PDF de la formation.
OK? Merci beaucoup, Dominique. Merci. Au revoir. Merci à vous. Et au revoir à Merci, tous. Dominique. Au revoir. Au revoir, Salut. bonne journée. Merci. Salut, à demain. Au revoir, à demain.